Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux et nombreux chez Caribe ce soir. Donc on est très heureux d'accueillir Alban Lefranc, donc un auteur qu'on aime beaucoup, qu'on a découvert comme souvent nous un petit peu tardivement dans son œuvre, mais qu'on adore depuis, et on vous en dira un mot tout à l'heure comme c'est de la tradition. Et donc ce soir il nous a sélectionné 7 livres, dont un en totale avant-première même par rapport à son existence. Ça c'est des voix un peu magiques. Et donc Alban, c'est à toi. Merci Hugues, et puis merci à tous d'être venus. Alors, c'est pas un exercice facile de choisir 7 livres, donc évidemment les listes ont beaucoup changé. À un moment, j'avais même pensé présenter 7 livres de Tony Duvert, pour faire un vrai choix un petit peu radical. Et puis, bon, après ça, j'ai finalement plutôt opté pour des contemporains, à une exception près. Et pour un certain nombre d'autres eux, ce sont des auteurs qui me sont proches aussi, qui sont des amis. Et ce sont aussi des auteurs, pour au moins 4 d'entre eux, qui vont être publiés dans une revue dont je suis l'éditeur, un des éditeurs, et qui va reparaître aux éditions du Nouvel Attila en mars prochain, une revue qui s'appelle La Mer Gelée. Et je vais commencer par Antoine Bréhat. Alors Antoine Bréhat, on s'est d'abord connus par nos textes. On a tous les deux publié chez un éditeur web qui s'appelait H à l'époque. À l'époque où il y avait encore pas mal d'expérimentation sur le web, enfin où finalement il y avait relativement peu de choses aussi intéressantes et où du coup on arrivait vite à les localiser. On a publié nos premiers textes là-bas. Et puis Antoine a très vite publié ensuite au Cartanier, un éditeur du Québec que je trouve absolument essentiel et dont ce soir, plusieurs auteurs aussi que je vais présenter ce soir sont publiés au Cartanier. Alors Antoine Bréhat a publié, il est de 75, il a publié d'abord au Cartanier un texte qui s'appelle Méduse, et le texte que je vais vous présenter ce soir, Roman dormant, est un texte très, très singulier, qui je pense est un petit peu une charnière dans son travail. C'est quelqu'un qui vient, pour aller vite, qui vient, on va dire, de la prose poétique, et je crois que c'est un trait assez essentiel, assez commun aux auteurs que je vais présenter ce soir. Ce sont des auteurs pour qui le travail sur la langue même est absolument essentiel, qui vraiment déverrouille la grammaire, expérimente beaucoup. Et Antoine est vraiment quelqu'un qui a fait pas mal de poésie aussi, dans des plaquettes, notamment aux éditions Derrière la salle de bain. Et voilà, ce livre est assez intermédiaire, je pense, Roman dormant. Je vais vous en lire des extraits parce que je pense que c'est le plus simple pour se rendre compte un petit peu de quoi il s'agit. Et charnière, donc je pense, entre son roman Méduse et un livre qui va paraître en principe l'année prochaine et qui est une nouvelle traduction de L'Enfer de Dante. Mais voilà, c'est un projet sur lequel il a travaillé 10 ans, cette traduction de L'Enfer de Dante, qui sera également publiée au Cartanier. Et je pense que le Roman dormant est vraiment quelque chose d'intermédiaire. Alors, quel est le projet de ce livre vraiment très singulier? Il s'agit en fait de récits de rêve, mais pas n'importe quel récit de rêve. Il s'est emparé de la tradition en fait islamique, vraiment tout près de la révélation de Mahomet, et il est allé donc, je ne sais pas exactement comment il a procédé, mais enfin en tout cas il est allé vraiment chercher dans des récits de rêve, des clés des songes publiés dans cette tradition-là. Et c'est ce geste-là aussi qui m'a beaucoup intéressé, qui je crois est assez singulier, c'est de s'emparer comme ça de l'extérieur d'une tradition et de la renouveler, de la distordre, d'y ajouter du très contemporain, voilà, avec un geste absolument comme ça, je dirais pas iconoclaste, mais assez étonnant en tout cas, de vraiment entrer par effraction, pour ainsi dire, dans une tradition qui n'est pas la sienne. Alors, je pense que le plus simple, c'est vraiment de lire un extrait. Si le rêveur entre de lui-même dans la géhenne, on peut penser qu'il va bientôt mourir. Pour tout dire, c'est un mauvais signe.
Car il est dit dans le livre des rigueurs, « Seigneur, écarte-nous de la géhenne et des commissariats. » Les tourments y sont perpétuels, les températures importantes. Ce sont de mauvais lieux pour s'arrêter et se reposer. Seigneur, aide-nous à reconnaître les flics lorsqu'ils se promènent en civil, ou bien se tournent en belle brune. Car il est dit dans le livre, « Seigneur, parfois les flics s'essuient la suie du visage et leur image se trouble. On ne distingue plus la mort figée dans leurs prunelles comme dans celle de mannequins de cire. C'est là que leur répression est la plus terrible. Seigneur, parfois les flics sont de belles brunes avec un large derrière, de grandes brunes à cul de jument. Elles se parfument et se roulent dans la myrrhe qui soigne des murs des cimetières pour que l'on sente moins la mauvaise odeur qui se dégage comme du sulfure de leur derrière. C'est là que leur répression est la plus terrible. Elles sont en panne d'amour et leurs conduits intérieurs jamais débouchés accumulent la myrrhe qui se condense dans la partie sur laquelle elles s'assoient. Seigneur, un jour, la misère faisait rage dehors et m'a fait entrer de moi-même dans un commissariat pour y occuper un emploi. J'ai cru que je pourrais m'y arrêter et m'y reposer. À présent, je suis mort sous la terre et j'ai chaud. J'ai fondu comme cire au soleil. Je suis entré dans un commissariat, on m'a lavé et parfumé à la myrrhe des cimetières. On m'a appris la langue des chiens, on a voulu me forcer à cogner un suspect comme on cogne dans la cire fusible d'un mannequin. Comme j'ai refusé, je suis mort. J'arrivais rien à aboyer, je suis mort. On a voulu me forcer à faire l'amour avec des hommes tournés en brune qui en avaient après l'odeur de suif de ma fourrure et cherchaient à se l'engloutir dans le derrière. À faire la chose d'amour avec des juments flics dont la répression fut terrible. Seigneur, à présent, je sais, j'ai eu tort. La misère n'était pas une excuse. C'est bien fait si j'ai brûlé tout mon suif. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu voilà, de ce texte. Mais qui procède comme ça par fragments, hein, assez brefs. On a d'abord une mise en abîme un peu classique, type récit du 19e, hein, où un boucher de Belleville, aujourd'hui, imam aussi de son état, reçoit la visite d'un interprète des rêves du 8e siècle, si mes souvenirs sont bons, qui va donc lui dicter pendant 11 jours des récits de rêves. Voilà. Conseil aux jeunes garçons en cas de rêverie amoureuse dirigée vers un mort voilé. Il arrive que les jeunes garçons entretiennent des liens forts avec les morts. Il arrive que les jeunes garçons soient noués de désirs qu'ils regretteront s'ils deviennent adultes. Si dans un rêve, un mort voilé nous tient la main et qu'il tente de nous baiser la joue, ne nous laissons pas faire au premier soir. On vivrait moins longtemps, notre conscience serait fragilisée. Les langues se déliraient et l'on parlerait de nous comme d'une baloula ou même d'un démon-fille qu'on peut s'offrir pour une tranche de melon. Si le mort réussit à nous baiser la joue, allons tout de suite laver notre conscience dans l'eau du port. Allons tout de suite endurcir nos mœurs en fréquentant les prostituées du port. Offrons-leur du melon dur à digérer et imitons leur bruit, car il faut se sortir la mort du corps. Car il faut s'endurcir. On ne connaissait rien du mort voilé avec qui un soir on s'est promené, et peut-être qu'on vit, il fut un diable à cheval qui a profané des villages et des sépultures. Le garçon qui, dans le rêve, se voit entretenir des liens d'amour avec un mort voilé, il doit savoir que coucher même en rêve avec un mort équivaudrait à une profanation. Si le mort, sous le voile, aime vraiment le garçon, il attendra qu'il soit adulte. Les profanations entre adultes sont autorisées parce que les morts s'ennuient sous terre et que leur tristesse fait pitié. Dieu ne retirera pas sa grâce à l'adulte qui, de bon cœur, a offert du melon. Dieu est omniscient. Il sera montré à l'adulte si le mort sous le voile fut un diable à cheval dont il faut s'écarter. Voilà. Antoine Bréard, roman dormant. Je vous invite aussi vraiment à lire chez le même éditeur, donc au Cartanier, son roman Méduse, et à paraître donc l'année prochaine, normalement l'année prochaine chez le Cartanier également, donc sa traduction de l'enfer de Dante, qui est
une traduction et pas une traduction à la fois. Moi, je suis traducteur aussi de l'allemand et ce qui m'intéresse beaucoup dans la démarche d'Antoine aussi, c'est que il y a un désir aussi finalement de traduire pour lire. C'est-à-dire que son rapport à Dante a été d'abord un rapport de... Bon, il en parlerait bien sûr mieux que moi, mais de déception à l'égard de la traduction courante de Jacqueline Risset, qu'il trouve très, très fautive, très imprécise, bourrée de coquilles, etc. Et donc, pour lire le texte, replonger dans le texte, il a entrepris de le traduire. Il a fait la même chose en ce moment, c'est un projet en cours assez avancé avec Chrétien III. Donc c'est assez étonnant, en fait. Pour lire un texte, eh bien on choisit de le traduire, puisqu'on juge les traductions courantes insuffisantes. Dans le cas de Chrétien III, par exemple, ce qui l'avait frappé, c'est que très souvent c'est rendu en prose, alors que c'est du vers, originalement. Voilà, donc un auteur vraiment que je vous invite à suivre. Il a un blog aussi, on peut trouver beaucoup de choses, beaucoup de notes de lecture. Et c'est un auteur dont on publiera La Mer Gelée, donc cette revue que je coédite, dont on publiera donc une longue nouvelle dans le numéro à paraître. Ça reviendra ce soir, parce qu'il y a plusieurs auteurs qui ont publié dans cette revue. Alors un deuxième livre, le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est le deuxième roman de Noémie Lefebvre, paru chez Vertical, et qui s'appelle L'état des sentiments à l'âge adulte. Alors Noémie Lefebvre a publié 3 livres chez Vertical. Le premier, c'était Autoportrait bleu. Ça, c'est le second, L'état des sentiments à l'âge adulte. Et le troisième est paru cette année, je crois, et s'appelle L'enfance politique. Alors de la même manière, Noémie, comme Antoine, sont des membres de cette revue, qui s'appelle La Mer Gelée. Non, mais dis donc, c'est pas... évidemment, il ne s'agit pas de... C'est pas pour faire de la pub, c'est simplement que cette revue, elle s'est aussi construite sur une série d'affinités très fortes. Et vraiment quelque chose qui court à chaque fois dans ces textes. On va le voir là d'une autre manière avec Noémie. C'est vraiment une pratique d'écriture qui vraiment tord la langue et qui nous sort de l'abominable roman traditionnel tel qu'il est encore beaucoup trop... bref, tel qu'il est encore beaucoup trop présent, on va dire, j'espère. Et là encore, je vais vous lire un petit extrait, parce que je pense que c'est toujours finalement la meilleure chose à faire. Là aussi, on a alors, roman dormant, on était vraiment dans un champ d'expérimentation poétique et dans quelque chose qui, évidemment, était très très loin de la narration. Là, dans ce cas-là, on peut dégager quelques éléments narratifs, mais très succincts finalement. La narratrice, en fait, vient des sciences sociales, et ne trouvant pas de boulot, son activité consiste à torcher le cul des vieux, comme elle le dit. Et donc, ce vieux en question s'appelle Victor Hugo. Et voilà, c'est donc un portrait de cette femme, de l'autre femme qui s'occupe de ce vieillard, et de ce vieillard. Donc, sur ces fils-là, très ténus, voilà ce que déploie Noémie. Alors que tout était déjà plié, j'avais déjà ma veste de protection maximale sur le dos, j'avais rangé mon tabac dans ma poche intérieure, accroché mon portable à ma ceinture, j'ai vidé mon verre et j'ai dit à Jean-Luc, je te donne une chance, Jean-Luc, si tu veux, tu peux changer de vision. Jean-Luc, il était dans son pyjama, assis pour le confort sur les chiottes, dans son pyjama sur les chiottes avec son rasoir et son petit miroir de fille, assis là avec sa mousse étalée et déjà un tracé sur sa joue gauche, appliqué à se faire une tête pour l'entretien d'embauche. Pas pour modifier l'avenir, mais pour en avoir un. Se voir dans ce miroir devait suffire à Jean-Luc, vu l'état de ses sentiments sur lui-même et les circonstances difficiles de la recherche d'emploi.
Alors changer de vision, c'était hors de son esprit. Il avait son objectif, rester sur les chiottes et se raser pour se faire une tête de chef de vente. Voilà ce à quoi il s'appliquait et où en étaient les choses. Il pouvait seulement continuer avec le rasoir et le reste qui occupait tout son esprit. Et c'est ainsi, sans aucune surprise, qu'il a répondu tout en se regardant. Il voulait pas se rater. Tu crois pas qu'on en a assez parlé? J'ai demandé de quoi? Parler de quoi? Parce que je voulais le pousser dans les retranchements avant de me tirer peut-être pour toujours. Encore une fois, les retranchements, usés jusqu'au non-retour, usés et abusés et tout exagéré en allant trop loin, le poursuivre au plus loin pour démolir et rendre irréparable. Et comme il ne répondait pas, j'ai redemandé parler de quoi, et lui, ça y est, il dit ça y est, ça recommence. Ça recommençait, mais c'était pas la même histoire, le temps avait changé. Qu'est-ce qui s'était passé? Rien, mais c'était qu'on allait mourir un jour, lui aussi, ce que j'ai dit à Jean-Luc, et si t'allais mourir? Ah ouais, tiens, si j'allais mourir. Il en était à se faire le menton, lever la tête, raser de bas en haut, rincer le rasoir au lavabo, retourner s'asseoir comme si c'était nul et non avenu, cette histoire de mourir, ce que ça pouvait changer d'un jour mourir. J'ai dit que mourir faisait tout de même réfléchir au but dans la vie, mais mon argument de l'ultime n'était pas suffisant. Sans arrêter de continuer, il a dit « Si tu crois qu'on se défait pour se refaire autrement », lui, il voulait pas se défaire, pas qu'il ait une situation, mais sans situation, justement, il devait s'y tenir, parce qu'il allait en décrocher une avec sa bonne figure. Maintenant, si je voulais bien lui foutre la paix, et puisqu'il fallait me l'exprimer autrement, pour que je comprenne, il a conclu par cette formule « Allez, barre-toi, espèce de dingue ». C'était sans la tendresse. On n'en était plus aux petits mots gentils. Il avait dit lui-même, une de ces fois où il avait fait l'analyse de la relation, une relation qui, en effet, inexorablement, comment c'est arrivé là, le mot inexorablement, se transformait en entropie, autre mot sorti de je ne sais où. Depuis qu'il occupe ses loisirs de chômeur à l'exploration des sciences, les exactes, pas les sociales, qui sont humaines et incertaines, il est au courant de choses que vous et moi, on ne peut pas savoir. L'entropie, il m'a expliqué, on n'y peut rien, c'est une augmentation du désordre par transformation irréversible à cause de phénomènes dissipatifs. Le système revient jamais en arrière. Si ça te plaît pas, c'est pareil. C'est le point où nous en sommes. Mais si nous en sommes à ce point, ça se discute pas. C'est déjà foutu avant que ça devienne pire. Si bien qu'espèce de dingue, c'était pas pour me faire plaisir. Ma qualité de dingue, il voyait pas en quoi elle était appréciable. Je pouvais donc me barrer, mais avant de me barrer, je pouvais aussi, en tant que dingue, je me suis dit à toute vitesse, prendre la tête de Jean-Luc pleine de mousse entre mes mains et l'embrasser à mort. Il a laissé tomber le rasoir et le miroir pour m'attraper par les poignets. Ça s'est transformé en combat au sol et il a eu le dessus. Il faut dire que le rapport de force était inégal vu que jamais je mets tout dans la bataille. Jamais je me bats pour de vrai, c'est-à-dire avec des espérances de victoire. D'abord, le corps à corps me fait quelque chose et puis j'ai trop de rire à la place des muscles. Alors déjà que de muscles, il en avait beaucoup plus, c'était donc facile d'avoir le dessus, surtout quand on est déterminé à pas se laisser empêcher d'aller au rendez-vous pour chef de vente. C'est bien que je me suis retrouvé, la tête contre la porte, les bras maintenus en croix, et que je pensais encore à m'envoyer en l'air avec ce type en pyjama comme si c'était hier. Jean-Luc, c'était pas son idée, il a pris le rasoir, il me l'a foutu sous la gorge, un pauvre de l'âme qui n'aurait pas tranché très loin, mais qui faisait son effet menaçant. Je vais te saigner, il a dit avec son petit rasoir, et puis il a renoncé à cause du sang. Il aurait détesté s'occuper de nettoyer mon sang. On dirait qu'il a peur que je me répande au milieu du propre. Il aime pas qu'on se répande lui, c'est ordre et propreté, et c'est bien tout ce que je voulais, ordre et propreté. Alors de quoi je me plains? Pas de poussière, pas de linge sale, et pas de vaisselle qui traîne, et pas d'enfant, forcément aucun enfant. Rien à redire à ça, jusqu'au jour où Jean-Luc avait refait le lit, que j'avais déjà très bien fait, puis un autre jour où il avait repassé l'éponge sur la table que j'avais parfaitement essuyé et inspecté, les verres que je venais de poser sur l'égouttoir, et fini par gueuler que c'était le merdier. C'était pas possible un merdier pareil. Moi, j'en voyais pas tant de merdier. Quelques trucs n'étaient peut-être pas à leur place, mais c'était pas non plus le merdier au sens généralement admis. Enfin, ce genre de sujet, ça se discute pas, j'avais pas discuté, on discutait presque plus. On avait de moins en moins de sujets de discussion. Le ménage s'aggravait à mesure que Jean-Luc tournait à demeure dans le 2 pièces qui était devenu le seul domaine de son activité. Ça m'est revenu, ce nettoyage, derrière mon nettoyage, comme une douleur sous le rasoir, la propreté du lieu, et pas d'enfants, aucun possible. Lui, il appelle les enfants des merdeux. Un merdeux, pourquoi pas, il disait parfois dans l'abstrait, mais il valait mieux pas à cause du dérangement. Le merdeux, il restait à l'état idéal, sans déranger personne, autant dire déjà mort. Et d'un merdeux, dans cet état, forcément, qu'on n'en souhaite à personne, on n'en a plus parlé. Voilà, vous avez vraiment un aperçu. Un aperçu de ces choses assez extraordinaires qu'elle fait. Et alors il y avait un aspect voilà aussi qui moi que je trouve intéressant, enfin, aussi bien dans le cas d'Antoine Braque, de Noémie Lefebvre, c'est aussi des gens qui, comment dire, moi je suis vraiment passé par Hippocagne-Cagne avec un espèce de gros surmoi comme ça de la littérature avec un grand L et tout ce que ça peut avoir d'absolument annihilant et castrateur. Et Noémie, c'est quelqu'un qui vient des sciences sociales, justement. Et
et ce que je trouve très... Là, on ne le voit pas encore trop, mais peut-être plus dans le dernier, l'enfance politique. Il y a vraiment un jeu très très étonnant, avec vraiment des reprises comme ça de discours de sociologie, qu'elle va absolument faire vriller à l'intérieur de la phrase. Vous vous êtes un petit peu rendu compte aussi, il y a vraiment une dislocation à un certain moment de la grammaire, des jeux d'ellipse, de concentration, qui sont très étonnants. Et les 3 ou 4, si on compte Jean-Luc, mettons les 4 personnages décrits sont absolument magnifiques aussi. Donc c'est un livre qui a à de nombreux endroits, et là je l'ai relu hier, est vraiment, vraiment bouleversant aussi. Cette scène-là de départ qui finalement s'apparente à... Elle continue un petit peu à un viol conjugal en fait. Est prise dans un flux qui est aussi qui est celui de la vie même, quoi, où le jugement n'apparaît pas immédiatement, où c'est le mot vient finalement après coup. Elle le dit d'ailleurs à un moment. Voilà. Le portrait du vieillard est absolument extraordinaire aussi. Putain, je vais peut-être relire un petit bout encore, parce qu'il y a quelque chose de vraiment génial sur la... Voilà, juste le début d'un autre passage. Donc c'est construit en petits paragraphes. Donc Hugo, c'est le vieillard. N'insultez jamais une femme qui tombe. Hugo désirait toujours l'habilleuse. Donc c'est sa grande histoire d'amour, l'habilleuse. Histoire d'amour qui a eu lieu immédiatement dans l'après-guerre. Et donc l'habilleuse a disparu depuis un bon moment. Hugo désirait toujours l'habilleuse, ça le prenait n'importe quand. La nuit, le jour, et sans se souvenir d'elle comme elle est. La nuit, le jour, et sans se souvenir d'elle comme elle était. Lui restait des mouvements, des impressions comme on devait en avoir au temps de la peinture et des filles en fleurs, le goût de sa salive, son odeur de repassage et de tissu neuf, son rire destructeur qui s'étendait sur n'importe quel sujet. La désabusée qu'elle était et pourtant la passionnée d'amour. Ses façons de ne croire en rien ni personne, et pourtant de donner sans méfiance un peu trop de soi-même, quitte à se retrouver démuni, abusé, sans même l'estime de ses bénéficiaires. Incapable de calcul, réfractaire au mensonge, tandis qu'à l'opéra on oubliait Wagner, elle n'avait pas l'intention d'expier son passé. C'était son idée simple, que l'amour n'a rien à voir avec la guerre. Je continue un peu plus loin. Hugo est en ménage. Hein. Donc, cette habilleuse est sa maîtresse, et par ailleurs il vit avec une femme, avec sa femme. Et donc voilà un portrait de la femme absolument ahurissant. La femme d'Hugo, donc la régulière. Dans son ménage heureux dont elle ne sortait plus, ses rêves devenaient des amplifications, ressemblaient à des grandes chasses où elle poursuivait les éléphants qui lui sortaient de la tête. Les voilà qui s'arrachent et foncent à travers l'appartement, ouvrent de grands espaces remplis de symboles indéchiffrables et surréels, hors de la raison raisonnable qu'elle maintenait encore comme elle pouvait par les activités ménagères qui lui avaient atteint la volonté de savoir et le souci de soi. L'avait submergée jusqu'à la folie à cet âge classique des choses comme elles sont quand on aurait voulu autre chose que des choses. Des choses derrière les choses. Des mots, par exemple, qui diraient quelque chose, mais Hugo, de mots, il n'en trouvait pas. La diminution progressive de sa femme sous médication psychotrope avait rendu tous les mots impossibles. Lui parler de la beauté du monde et des joies de la normalité, c'était pas la peine. Lui raconter où on étaient les gens, ça n'avait pas de sens. Même les oiseaux de printemps faisaient trop de bruit. Elle fermait les fenêtres, les rideaux, les volets. Au commencement des années 70, alors que les autres femmes allaient défiler pour l'égalité de leur cul et tout ce qui allait avec et refusaient de s'appliquer les recettes de beauté et de confiture, la femme de Victor Hugo restait des jours et des jours dans la baignoire à chasser l'éléphant. C'était devenu une tentation d'en finir, comme Janis Joplin et Jim Morrison, mais sans la poésie de cette jeunesse géniale qui se défonçait à la face du monde inacceptable tel qu'il est. Elle avait rien à dire et rien à hurler. Pas la force, pas l'idée, restait dans son eau, ses vapeurs, ses langueurs innocentes, incapable de désespoir. Ainsi a fini Madame Hugo dans sa baignoire, sans autre bruit que sa plainte maladive et sans le plus petit début de poésie géniale, par une overdose qui lui a rempli les yeux, troué l'estomac, empoisonné le sang et arrêté le cœur. Alors quand ça a été terminé, forcément c'était beaucoup mieux comme ça. Elle a été morte et les jours suivants, Hugo a connu une sorte de joie qu'il n'avait encore jamais éprouvée, une honteuse et formidable joie de la fin, retrouvaille avec la nouvelle vie qui est toujours possible. Voilà, donc un autre exemple du coup là de ce que fait Noémie Lefebvre, et voilà, donc aussi cette capacité que je trouve vraiment très singulière à changer très rapidement de registre, hein, à faire glisser comme ça des séquences les unes dans les autres. Voilà, donc
Alors, un troisième, du coup, je les ai... Ouais, je vais un peu les regrouper, les mergelés. Un troisième auteur qu'on va publier. Désolé. Voilà, c'est Arnaud Caléja, qui est un auteur qui vit à Marseille, qui vient plutôt du champ de la poésie, de la poésie sonore. Et je vais essayer un peu de m'inscrire à sa suite, mais qui est surtout un lecteur absolument exceptionnel, vraiment. Et donc là, je pense aussi que c'est quelque chose qui court dans les différents textes que je présente, à l'exception peut-être du dernier, mais tous les autres, chez tous les autres auteurs là que je présente, il y a, comment dire, il y a un désir, une puissance de l'oralité aussi, hein. Ce sont des textes qui, à mon sens, se prêtent vraiment à la scène, qui sont vraiment des textes souvent adressés. Et c'est très frappant chez Caléja. Et bon, si vous cherchez un peu à droite à gauche, hein, sur Internet, vous trouverez des enregistrements, si vous avez l'occasion d'assister à une de ces lectures. C'est un lecteur absolument remarquable. Et son texte, effectivement, toute une série de choses qui se déploient dans l'oralité. Ce sont aussi des textes, c'est très frappant dans celui de Noémie, c'est vrai aussi d'Arnaud, qui ont un usage très singulier de la virgule aussi. Donc on a une dislocation comme ça de la syntaxe classique, et ça passe souvent par un usage très atypique de la virgule, quoi, qui a une fonction non de respiration. Ou non, parce que dans le texte de Noémie que je vous lisais, là, vous l'avez bien vu, hein, moi je ne suis pas du tout comédien en plus, hein, donc il faudra vraiment anticiper ces séquences-là, mais il y a des séquences très très longues comme ça qui vont jusqu'à une espèce d'extinction. Et c'est aussi des choses que fait Arnaud Caléja. Alors ça, c'est un texte qui est malheureusement passé assez inaperçu, et qui s'appelle La Performance, voilà, qui a été publié chez Joca Seria, dans la collection que dirigeait ou que dirige encore, je ne sais pas, Chloé Delhomme. Et là, on est plus dans un... Comment dire, ça s'apparente plus à du roman, si on veut, quoi. Il est frappant aussi de voir que, là, du coup, c'est vrai de tous. Voilà, ce sont des livres qui, chacun à leur manière, interrogent vraiment ce que c'est que le roman. Enfin, je pense que c'est... On sait bien, hein, que si on met poésie ou recueil de poésie ou poème sur une couverture, bon, c'est absolument suicidaire. Hein. Donc il y a une vraie... tout ça obéit à des raisons de survie éditoriale chez les éditeurs. Mais on est dans quelque chose qui s'apparente, en tout cas qui est très irrigué par la poésie, à mon sens. Donc, je vais vous lire là un extrait de La Performance. J'espère que je vais pas trop vite. Hein. Je passe peut-être un peu. Ça va? C'est parfait. Bon. Mais je trouve que c'est plus simple de lire des extraits quand même à chaque fois, parce que plutôt que j'ai pas un méta-discours particulier à tenir sur ces livres. Plus tard, c'est la radio, c'est l'écoute de la radio qui m'a mené dans les bars, plus tard, où j'ai bu. J'ai commencé les bars, au début j'allais dans les bars pour écouter les musiques des bars. J'avais repéré, tu sais, il y a les bars à radio et les bars à CD. Les bars où tourne une radio à tube, l'après-midi, j'y allais seul et je buvais et j'écoutais. J'ai longtemps aimé faire ça. Puis vers le soir, je changeais et j'allais dans les bars à CD, où le barman met des CD, une sélection qui tourne et que les gens aiment écouter. Et j'avais une pratique un peu ethnologique. Disons, j'avais une pratique ethnologisante, mi-esthète, mi-ethnologisante du monde sonore des bars, des musiques de station et des musiques de CD des bars. J'avais cartographié, je pouvais me déplacer assez loin de mon quartier, j'avais des exigences, sachant toujours précisément ce que j'allais trouver. Alors l'écoute de la radio m'avait mené au bar, et les bières des bars que je buvais au bar m'amenaient aux toilettes des bars. Et alors je me suis penché un moment sur les toilettes des bars, dans lesquelles j'ai développé de nouvelles compétences. De bonnes compétences, dans bien sûr l'étude des graphies tracés au mur,
texte et image, mais aussi une compétence dans l'analyse de la pratique urinaire de mes condisciples. Alors bon, tu arrives dans les toilettes et là, tu vois à la lunette des toilettes que c'est un garçon qui vient de passer. Les gouttes de pisse sur la lunette des toilettes, c'est le grand classique. Qui oserait encore épiloguer sur le grand classique des gouttes de pisse sur la lunette des toilettes? Bon, c'est évident que les garçons devraient tous s'asseoir pour pisser, mais ce qu'il y a dans un premier temps, c'est qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que les filles aussi devraient pisser debout. Parce que tu veux l'égalité, tu veux bosser, avoir ton appartement, tu veux être l'égal des cons, alors pisse debout comme un gros con pour en foutre partout des gouttes. Fous-en partout des gouttes sur la lunette parce qu'il te faut un peu plus de cohérence dans ta vision politique maintenant. Les filles, de toute façon, elles n'osent pas exister en nonchalance et laisser des traces de négligence. C'est l'exemple type de leur constipation. Pisser comme ça un coup sans y penser, debout, voire même en se curant le nez ou en fumant d'une main une cigarette et de l'autre passer un coup de fil avec le portable coincé entre la joue et l'épaule, replié dans une bonne posture de gros con, elles n'osent pas. Elles devraient le faire, bien sûr, mais elles ne le font pas. Et du coup, dans la foulée, elles se plaignent de ceux qui pissent à côté, sur quoi elles ont tort, et devraient faire un effort, changer leur position de corps, c'est-à-dire redéterminer les gestes quotidiens et inventer un nouveau rapport à sa physiologie, à sa chatte, à ses mains, tout l'espace que tu prends quand tu bouges pour vivre. Du coup, laisser un peu couler au lieu de... Du coup, laisse un peu couler au lieu de t'asseoir et de vouloir voir tout le monde s'asseoir. Toujours assis, bien poli, bien soumis. Ce serait bien de voir tout le monde debout maintenant. Et l'on ne reconnaîtrait plus le sexe des gouttes de pisse sur la lunette, et ce serait ça, l'égalité. Les gouttes de pisse, moi je sais, en tant que garçon, j'aime bien. J'aime bien les nettoyer sur la lunette et au sol. C'est une affaire que j'aime bien, et je suis un peu le seul à aimer ça dans les maisons que j'habite. Et c'est drôle tout de même, le lavage de la lunette dans les milieux même les plus progressistes, voire les plus féministes, reste une affaire de filles, précisément en rapport au contact de la peau des fesses, je crois que ça vient de là. Tu laves la lunette pour indirectement laver la peau de tes fesses, ou tout du moins ne pas la salir. Ce goût pour la pisse, moi j'y reviens, ce goût pour le nettoyage des gouttes, il me vient de mon goût pour les flaques, je crois, les miroirs d'eau, l'eau qui stagne sur les chemins, la terre quand tu marches. C'est aussi un attachement à l'enfance, à mon enfance, parce que j'ai grandi à la campagne, rapport à la balade après la pluie, je dis ça. La flaque, quand tu t'arrêtes dessus et qu'elle devient un écran de reflet, elle te renvoie une image qui est soit ton visage d'enfant qui se regarde penché, soit te renvoie le ciel derrière toi. Et depuis ce temps de l'enfance, j'ai toujours amalgamé les visages avec les ciels. Comme si derrière le front du visage, il y avait un ciel, tout le temps. Un ciel avec les pensées, et avec les nuages qui passent au ciel et tout. Et alors, ce ciel, ce serait les mots, les phrases, l'espace contenant les phrases. Et à l'inverse, comme si à l'inverse, le ciel avait cette expression humaine, de stries, de rides, de boutons sur la peau du visage. Tous les signes de l'affectation du temps sur la peau, de l'affectation des états internes sur la peau. Les boutons, l'eczéma, toutes ces choses, quand tu stresses, dans l'angoisse. Il y a toujours dans l'enfance des angoisses spécifiquement enfantines, des angoisses liées à la complexion d'un cerveau d'enfant, des angoisses liées aux bizarres représentations que se fait le cerveau de l'enfant du monde qui les contient, où il ne comprend rien, ou si peu. Et moi, enfant, comme tous les enfants, j'étais dans le « comprends si peu ». Et je crois que cette terreur d'enfant, au jour d'aujourd'hui, à notre vie adulte, elles agissent encore ces terreurs, elles agissent encore ces terreurs, et qu'on en est encore médusé et encore usé de ces terreurs. Jour après jour, elles usent, je sens qu'elles nous pompent encore. C'est normal. Et avec cette usure de l'angoisse, avec ce temps passé à devenir adulte dans l'usure de l'angoisse, de ces terreurs, tu en sors au final vraiment usé et pompé. Parce que dans la pratique de l'angoisse, il y a toujours un moment où tu te fatigues, c'est normal. Parce qu'il y a toujours le moment donné qui arrive où tu commences vraiment à te sentir fatigué, même carrément épuisé. Et franchement, le moment d'épuisement, c'est aussi souvent le moment où tes nerfs deviennent très sensibles. Et si les nerfs commencent à s'éplucher, alors c'est le moment où la pensée commence à prendre une pente, et plus précisément une courbure très délicate, où les nerfs et la pensée glissent dans un lessivage délicat. Et là, il faut faire gaffe, parce que c'est souvent le moment où tout peut vraiment basculer, où tu peux vraiment passer par la fenêtre. Parce que tu as tout d'un coup envie d'en finir un bon coup, tellement la lessive te prend en entier et t'envahit. Si bien qu'il ne reste plus rien de toi qu'un lessivé. Un lessivé de première, le gros lessivé de premier ordre qui profiterait de la première occasion qui se présente pour en finir une bonne fois pour toutes avec lui-même. Passer par la fenêtre, ça va, pourquoi pas, et il y en a qui passent et finissent leur vie par la fenêtre. Tu passes par la fenêtre d'écœurement, de fatigue, d'avoir trop vécu l'écœurement dégueulasse, de ne plus savoir quoi foutre de rien. Alors la fenêtre est là, et tu la passes, c'est normal. Parce qu'il y a toujours un moment où c'est lourd tout ce qu'on vit.
Et tout ce qu'on dit, surtout comme c'est lourd, et tout ce avec quoi on dit, surtout, c'est lourd. Parce que c'est les mots, en fait, la lourdeur. Tellement c'est tout le temps limite, d'être à la limite de s'écrouler sous le sac de mots qu'on se trimballe. C'est ça qui est lourd. C'est le nombre. Le tout petit nombre de mots qu'on a dans le bide, et démerde-toi avec ça. Vas-y, balance toute la complexité de l'affaire, je veux dire. Énonce une chose claire, et qu'on pense clairement, et qu'on pense soit clairement. Voilà. Donc là, je trouve que, en tout cas, dans Roman Dormant, c'était vraiment effectivement, c'est vraiment construit en paragraphes courts. Du coup, les glissements se font à l'intérieur d'unités assez brèves. Par contre, voilà, je trouve ça assez frappant, intéressant entre Noémie Lefebvre et Arnaud Caléja, qui sont aussi deux auteurs qui se lisent, qui s'estiment beaucoup. C'est sans qu'il y ait une influence de l'un sur l'autre, je dirais pas ça, mais c'est glissement progressif, quoi. Ça, c'est quelque chose que je trouve tout à fait sidérant, au plus près pour moi de la pensée aussi, qui m'évoque aussi un... Là, ça n'avait pas de sens de le présenter ce soir, parce que c'est vraiment un poète qu'il faut entendre lire ses textes, mais ça m'évoque beaucoup Gerasim Luka, par exemple, qui est vraiment pour moi quelque chose de vraiment absolu, magnifique, quoi. Notamment un texte comme Passionnément, où vraiment alors du coup là, ces espèces de glissements vont vraiment même passer à l'intérieur du mot même, en fait. Les mots même vont se décomposer, et ça donne des choses absolument sidérantes. Il y a un enregistrement sur Pardon, l'enregistrement de France 3 de... Oui, c'est ça, voilà. Qu'on trouve facilement sur internet, qui s'appelle Passionnément de Gerasim Luka, qui est quelque chose de tout à fait incroyable. Alors, je vais arriver à un quatrième auteur qui s'appelle Hervé Bouchard. Alors, Hervé Bouchard, c'est vraiment une histoire intéressante, parce que c'est un auteur qui a été publié au Cartanier, enfin qui a d'abord été publié, comme le dit très bien Benoît Viraud, qui le republie en janvier, Merci à l'effet pourpre d'avoir existé, donc a d'abord été publié à l'effet pourpre, puis ensuite, donc on parle du même livre, Mayou, hein, puis ensuite au Cartanier, et donc qui reparaît en France, voilà, dans une nouvelle édition, une nouvelle Attila, en janvier, c'est ça. Voilà, et donc donc le livre n'est pas encore à la vente, c'est bien ça, mais très gentiment, Benoît Viraud, ici présent, qui a apporté plusieurs exemplaires du livre. Donc, vous pourrez le découvrir. C'est un tirage limité, exprès pour la soirée. Voilà, donc c'est quand même... c'est pas rien. Voilà. C'est la classe, exactement. Voilà. Alors, moi je suis vraiment... je crois que je l'ai appris après que Benoît Viraud publiait ce livre. Enfin, je l'ai appris peut-être au moment où on a lancé ensemble, décidé de publier, où notre rencontre s'est faite autour de la mer gelée. Mais enfin, en tout cas, j'ai été vraiment très très heureux que ce texte paraisse en France, parce que c'est quelque chose qui m'avait toujours un peu exaspéré, même mis en colère, qu'un texte aussi fabuleux soit à ce point inconnu, quasi inconnu ici. Donc il a été publié en 2010, c'est ça, au Cartanier. Voilà, donc c'est un auteur qui a publié, donc ça c'est, je crois, son premier, qui a publié aussi Parents et amis sont invités à y assister, également au Cartanier. Et pour Parents et amis sont invités à y assister, il a eu le grand prix du livre de Montréal, je lis ça sur la quatrième. C'est un auteur qui, je crois, quand même a une certaine reconnaissance au Québec. Et de la même manière, je vais commencer par vous lire un extrait. Alors, là c'est vraiment intéressant, parce que c'est les glissements, c'est encore un autre type de glissement. Et là il y a bien sûr la présence évidemment du québécois, mais qui n'est jamais, qui n'est pas un folklore. Hein. Je vais vous lire un extrait assez long cette fois. Alors. Donc il s'agit d'un Mayou, hein, c'est histoire de novembre et de juin. Il s'agit
l'histoire de novembre et de juin racontée par Henri Bouchard, citoyen de Jonquière. Voilà. C'était le titre original du... Et du coup, qu'il n'a pas conservé sur... D'accord. Qu'il n'a pas souhaité conserver ou... C'est depuis la dernière édition du Cartanier qu'il l'a eu, la réédition de Gonçalves. D'accord. Et la première phrase, hein, c'est « J'ai été Jacques Mailloux, comédien de naissance, enfant sans drame, dehors tout le temps, raconte. » Moi, je vais aller plonger un peu plus loin dans le livre. Mais donc, ce sont d'assez brefs chapitres qui revisitent ce thème archi rebattu et a priori que je croyais, ce thème de l'enfance qu'on pouvait imaginer clos, enfin qui avait été suffisamment investi par d'immenses auteurs pour qu'on l'imagine clos, et ils ont fait des choses que je n'avais jamais lues ailleurs, quoi. Et là aussi, vous allez voir que ça passe évidemment par la langue. Alors ce jeune Mailloux, donc c'est un Mailloux de 11, je crois, qui a 11 ans, je crois. Enfin, en général, son âge change un petit peu, mais enfin, ça reste un jeune, vraiment un petit garçon ou un préado. Et le passage que je vais lire, je voulais lire plus, mais j'ai eu peur que ce soit quand même beaucoup. Mais voilà, il est amoureux d'une certaine Héloïse Pomerleau. Hein, j'avais décidé de l'appeler Joanne, comme ça il y avait moins de risques qu'elle finisse par ressembler à la première femme de Charles Bovary. Et voilà, et donc il se promène nu avec elle sur les chemins, sauf qu'elle n'est pas au courant qu'elle se promène nue avec lui sur les chemins, un petit peu la gueule. Et brusquement, alors là aussi, on n'est pas dans les glissements qu'on a pu voir chez Noémie Lefebvre ou chez Arnaud Caléja. En tout cas, ça opère moins dans la phrase, les points sont quand même plus réguliers. Mais on passe très vite à une autre séquence qui commence comme ça. J'ai mangé assez d'œufs dans le vinaigre pour attraper un cancer de l'anus avant ma 15e année. J'ai sorti tous les soirs de novembre et de juin d'un grand sac et je les ai disposés sur une table pour voir où j'en étais. Je suis parti en ski me casser la jambe, ça m'a obligé à faire en taxi le trajet entre l'école et la maison matin, midi et soir, assis dans le taxi à côté d'une trisomique d'un nombre inférieur au mien qui sentait la framboise. Fallu m'hospitaliser pour quelques jours après le ski parce que le péroné s'était déplacé sous le choc et qu'il s'était collé au tibia fracturé. La merde, fallu opérer. J'avais étendu en face un pire blond d'un grand nombre de kilos supérieur au mien. Lui, je ne sais comment, c'était le fémur, j'ai appris des mots. Plusieurs jours à rien regarder par le fenêtre de la chambre au 5e étage de l'hôpital, dans la grisaille de mars où il y avait de la boucane dans l'air et de la neige sale à terre. À l'ami que j'avais en ski, j'avais dit « Regarde, cette butte, on la saute ». On l'a fait une première fois, puis une deuxième. Après la troisième, dans l'enthousiasme, j'avais dit qu'on devrait passer le reste de la journée à sauter cette butte, que c'était trop bon, qu'on pourrait jamais se tanner, et tatata. Je me suis écroué dans la pire douleur de ma vie au saut suivant. L'ami que j'avais en ski n'a pas raté l'occasion de me demander sous mes cris si je voulais la ressauter, cette butte. J'ai compté les petits trous dans le plafond de l'ambulance, je suis resté couché des jours. La mère Mailloux m'a cru mort. Au téléphone, les gens de l'hôpital lui avaient donné peu d'indices sur ma condition, juste ce qu'il faut pour que son imagination s'emporte et l'amène au bord du deuil. Ça l'a soulagé de voir que ce que j'avais allait simplement me tenir tranquille. « Pissons donc fin !» qu'elle disait des gens de l'hôpital. « Pissons donc fin !» Le pire blond était plâtré des orteils jusqu'au nombril, ce qui le contraignait à rester toujours couché ou à s'asseoir, quand il ne pouvait plus de tenir sur ses béquilles, en long, à s'asseoir en long, c'est-à-dire sur un coin de chaise qu'il devait se planter dans le cul. Une position quasi insoutenable, imagine. La colonne arrondie, les abdominaux sans cesse contractés, le pauvre gars faisait au moins 2 mètres, c'était affreux de le voir. Il se plaignait sans cesse. L'infirmier qui lui apprenait à se déplacer, son boulot commençait exactement quand le pire blond devait s'asseoir. Il est tombé plein des fois. Il sacrait tout le temps. L'infirmier a souvent été entré dans la chute du pire blond. Il sacrait aussi. Fallu refaire le plâtre qui se brisait toujours au même endroit, dans le côté de la fesse, et il recommençait. C'était comme si l'infirmier devait faire tenir une boule de quille en équilibre sur une boule de quille. J'en aurais bien ri leur numéro, mais j'avais moi-même un tube d'une 15aine de livres qui me montait jusqu'à l'aine et j'avais pas envie de me lever. J'aimais mieux regarder nulle part et dormir et faire rien.
Premier matin d'hôpital, une vraie joie. L'infirmière arrive avec un pot pour pisser. J'étais aussi sec qu'une téléphoniste. Je vais te le remplir ton pot, je me dis. L'acier était froid. La journée a été extraordinaire. Regarder nulle part et dormir, et faire rien à part assister au show des clowns. J'ai appris à marcher rapidement avec les béquilles. En fait, il le fallait. Mon congé en dépendait et je ne voulais pas rester, même s'ils étaient donc fins, tous ces gens-là. Combien de matins ai-je eu encore, je ne sais pas. Mais ceux qui ont suivi le premier n'étaient pas teintés de la même joie, non, pas du tout. Passer les jours à rien regarder par la fenêtre de la chambre, à sentir en soi la grisaille de Mars, la boucane dans l'air et la neige sale à terre. Mon tube, mes 15 livres de plâtre immaculé, dans les matins qui ont suivi le premier, c'était fini. La honte était. Elle colorait tout. Impossible de m'en cacher, il fallait fuir, qu'ils m'oublient, tous ces gens-là. Dans mes nuits ordinaires, il arrivait parfois que l'aube veuille bien m'absoudre et qu'au moment du lever, je puisse passer pour un qui sait être. Je me trouve par exemple sur le côté, dans le noir. Je me trouve par exemple sur le côté, dans le noir. Dans mon souvenir, je me trouve sur le côté, c'est immanquable. Je n'ai pas senti l'urine sortir de moi. Elle est déjà vieille et froide, c'est encore très vif, cette sensation du drap froid contre ma peau, de ma robe de nuit remontée jusqu'au torse dans un froissement lourd et humide et froid et rêche. Je prends la mesure de la nuit, puis je prends aussi celle de la nappe de pisse. Je voudrais être sec au matin, je m'écarte un peu, j'épouse la nappe, de manière à lui donner l'air qu'il lui faut pour disparaître. Je reste sur le côté. J'ai rabattu les draps, ma robe de nuit sèche par terre dans le noir, il fait froid. Je prie l'air d'appeler à lui toute la honte que j'ai. Je voudrais une nuit longue qui m'assèche l'âme et le tube, qui balaie de son ombre traîner toutes les coulées qui me font. Je voudrais une éponge de nuit sur mon tourment. J'ai posé l'oreiller en équilibre sur mon épaule. Ça n'a rien de l'image du confort, mais ça marche et je n'ai plus froid. Et voici le matin d'un soulagement, d'une hypocrisie où je me montre sans tache. Je revois la mère Mayou s'approcher de mon lit pour le faire, qui vérifie en glissant sa main sur le matelas si vraiment son fils n'a pas pissé dans la nuit. J'entends encore le froissement de la toile de plastique sous le mouvement de sa main qui parcourt toute la surface du matelas. Il n'y a pas d'odeur ni de cerne, on dirait un miracle. Oui, c'en est un miracle. Un travestissement de réalité comme on en voit souvent quand on est attentif aux paroles de Mayou qui font les choses. Quand la nuit m'accordait comme ça son pardon, que l'air de la nuit emportait avec lui mon secret, j'entrais, certes, en mentant dans le jour, mais sans honte. Le jour commençait avec la joie pour tout le monde dans le matin de la maison, et cette joie du jour commençant venait du fait qu'on croyait fort que la nuit s'était passée comme elle devait, c'est-à-dire sans donner lieu à rien. Cela me disposait drôlement, car je savais que ma joie de ces matins-là faisait de la nuit et de l'air de la nuit mes créditeurs, et que j'aurais sans doute avec eux, avec la nuit miséricordieuse et son balai d'air, à entretenir des rapports dont j'appréhendais chaque soir la teneur. On verra dans l'avenir de Mayou, s'il se révèle qu'il en a un, on verra à quoi ils tiennent ces rapports, mais je ne vais pas en parler maintenant, ça nous éloignerait. La joie, oui, virginale du premier matin, sa disparition lors des matins consécutifs, est apparue comme définitive parce que oui, mon tube de 15 livres et de plâtre immaculé, c'était une gêne certainement pour la nuit, et son air, qui ne m'ont pu faire aucune fleur, je ne pouvais me coucher que sur le dos. Être sur le dos dans le noir, ça peut aller. Ça peut donner suite à de belles histoires. On en connaît qui ont abouti magnifiquement et qui sont partis d'être dans le noir et sur le dos. Mais quand même, à un moment, ils se mettent à bouger, ces êtres qui sont dans le noir et qui sont sur le dos au départ. Ça pourrait vraiment être du calage. J'avais beau me tourner sur un côté ou sur l'autre, il m'était impossible, à cause du poids de mon tube, de garder assez longtemps la pause qui aurait permis à l'air et la nuit de faire leur boulot. Je suis demeuré trempé jusqu'au jour et j'ai dû supporter d'être vu. L'infirmière du matin avait de l'expérience, un geste sûr et un ton parfait de gentillesse et de détachement à la fois. Un détachement à peine froid, en plein ce qu'il faut pour que le patient sente bien l'écœurement qu'il provoque en elle, sans pour autant qu'il y ait autre chose dans ces mots d'infirmière que du dévouement. Une attitude parfaitement professionnelle de sa part. Elle parlait d'elle-même à la troisième personne, se désignant comme ma tante. Elle était la tante de tous les flots qui peuplaient l'étage. « T'as fait une belle surprise à ma tante !» qu'elle disait. « Oh, que ça sent fort ce garçon-là !» Ma tante va devoir changer le lit du petit gars. Ma tante va avoir besoin d'aide. Puis elle appelait à l'aide Madeleine ou Nicole ou Roland qui nous apprenaient à marcher avec les béquilles, sans le moindre scrupule à les appeler. Hurlant presque dans le couloir, me dénonçant sans s'émouvoir, j'étais un chien.
Ça a quand même pris quelques jours, l'apprentissage de la marche avec les béquilles. J'ai été un chien tous ces jours-là. Et tous ces jours-là, ils me trouvaient l'air sombre, tous ces gens-là. J'ai entendu le Pierre Blond dire à des parents qui le visitaient, dans l'intimité des rideaux beiges à ses parents qui le visitaient, je l'ai entendu dire que j'étais en face un maillou qui pissait dans la nuit. Quand j'ai entendu ça, un soir, la mère et le père Maillou se tenaient auprès du lit où j'étais sur le dos. C'est entré dans leurs oreilles avec la honte noire habituellement liée au sexe et à la mort. La mère Maillou s'est mise à pleurer. On n'avait pas pris la peine, contrairement aux visiteurs du Pierre Blond, de tirer les rideaux beiges et de s'isoler. Ça a exposé toute l'indignité de la scène. Le père Maillou a dit à sa femme qu'il allait l'attendre dans le char. Il est parti immédiatement. J'étais censé retourner à la maison dès le lendemain. La mère Maillou a insisté pour que je fasse tout ce qu'il faut pour qu'il ait effectivement lieu dès le lendemain, mon retour. Elle allait venir me chercher, maudite marde. Elle a dit maudite marde. Et après avoir mouché son nez aussi bruyamment que possible afin de faire comprendre aux parents cachés derrière les rideaux beiges du Pierre Blond que leur médisance avait été entendue, elle a fui. J'ai quitté l'hôpital en chaise roulante, je me suis mis à craindre tous les escaliers du monde. Je me suis bercé devant la télévision durant des jours entiers, j'ai dessiné tous les bonhommes qui peuplaient les comics de l'époque sur des cartons que le père de peine rapportait de l'usine où il travaillait. Chaque jour, je voyais s'effriter le contour à l'entrée de mon tube de plâtre. Chaque jour, je voyais jaunir ce contour à l'entrée de mon tube de plâtre, et c'était la honte, à chaque jour, de devoir porter ce cuissard jaune comme un maudit. 3-4 pouces de jaune à l'entrée de mon tube, oui. J'ai pris un gros marqueur, et j'ai noirci le contour à l'entrée de mon tube. Regarde, c'est une bande noire de 3-4 pouces, qui recouvre les 3-4 pouces de jaune à l'entrée de mon tube. Caché de noir le jaune à l'entrée du tube. Et toute l'écriture qui en découle, et qui fait mon décompte, et qui est mon décompte. C'était donc un extrait d'un des derniers chapitres de Maillou. Alors peut-être suivant mon tempérament, j'ai pas choisi le plus marrant, mais en fait c'est aussi très très drôle, hein, souvent. Oui. Voilà, c'est très 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 drôle. Et voilà, moi c'est une langue, une écriture que je trouve sans. Enfin, c'est tout à fait inédite, quoi, qui m'a beaucoup stupéfait. Et qui, voilà, qui est vraiment, je crois, comme les autres textes aussi, qui a une vocation à être dite, à être projetée, je crois. Voilà, donc c'est l'enfance de ce gamin, quoi, une quinzaine de chapitres. Ok. Alors du coup, j'aurais pu aussi commencer par lui. Je vais parler d'Emmanuel Adly, d'un auteur qui s'appelle Emmanuel Adly. Et j'aurais pu commencer par lui parce que je vais vous lire quelques passages d'une interview qu'il avait faite, que j'avais trouvé vraiment magnifique. C'est qui? Emmanuel Adly. Emmanuel Adly. Alors c'est pas les passages du livre, mais c'est d'abord une petite interview de lui que je trouve vraiment géniale. Comment écrivez-vous? J'entends, j'écoute, j'avale, je m'entends, je m'écoute, je m'avale jusqu'à ce qu'une phrase s'impose, m'excède, me cloue et me lance. Je note, j'écris, je rature, des bribes, des mots, des fureurs. J'écris des carnets de courses de notes emportés partout, puis sur le clavier, ce qui vient ou pas du tout de ces notes et fureurs. Tout s'écrit en somme dedans, bout, puis déborde quand arrive la première phrase, c'est-à-dire son rythme. Écrire, est-ce pour vous un travail? Est-ce que ça l'est pour les autres? Je veux dire, est-ce que les autres considèrent que c'est un travail? Je veux dire, un écrivain n'a pas de situation, n'a pas de chômage, n'a pas de sécurité sociale, alors est-ce que c'est un travail? Je ne sais pas si c'est un travail, je ne sais pas si c'est un métier, c'est un désir, c'est une douleur, c'est une jouissance absolument de l'ordre sexuel. C'est une précarité, c'est éphémère, c'est désespérant. C'est désespérant, c'est inutile, c'est isolant, c'est frustrant, c'est suicidaire, c'est injuste, c'est psychotique, c'est une vie, ce n'est pas un travail. On a souvent l'impression à vous lire que vous utilisez un matériau en grande partie autobiographique. En quoi votre travail est-il différent de celui des auteurs d'autofiction que ça? Je n'ai aucune certitude de ma vie, je ne parle pas que factuellement, je ne sais pas où elle s'arrête. À moi, aux gens que je connais et qui ne me connaissent pas, Akhenaton, Clovis, De Gaulle, Karl Abbé, Jennifer Lopez, aux gens qui me connaissent et que je ne connais pas. Je ne sais pas ce qui est vrai.
Pour être autobiographique, il faut avoir la certitude du réel. Je ne l'ai pas. J'écris ce qui m'est nécessaire, indispensable, ce qui me rendrait malade si je ne l'écrivais pas, me ferait mourir de ne pas l'avoir écrit. Écrire, c'est modifier, donc écrire le vrai n'existe pas, le modifier m'intéresse. Écrire comme on parle et lire comme on dit, pour reprendre votre formule, vous permet-il d'atteindre par-delà les pièges de la littérature une certaine vérité de l'individu? Écrire comme on parle n'est pas à prendre au pied de la lettre, personne ne parle comme j'écris. Mais c'est faire bouger la langue, le français quasi langue morte, devenu muséal, un patrimoine, pour la faire vivre, électrochoc. Au-delà, ce n'est pas la vérité des individus que je cherche à atteindre, mais leur vérité, leur contradiction, leur ambiguïté, tout ce qui forme ce nœud vivant, maladif, issu de ça. La vie ne suffit pas. Voilà, je trouve que c'est un très bel entretien avec Pierre Anne, en avril 2013, et qui, je trouve, a une bonne introduction, alors qu'aurait pu être une introduction aussi sur les autres auteurs. Et quand je lisais Genèse, alors qu'il y a un livre, alors moins pété, mais alors là aussi comme objet assez singulier puisqu'il a 2 entrées, m'a fait penser en fait à une phrase de Mandelstam que j'évoquerai à nouveau tout à l'heure en parlant de Chalamov et qui parle du bégaiement qui pèse sur notre naissance. Et je pense que cette idée de bégaiement est aussi peut-être quelque chose qu'on peut retrouver dans les différents auteurs que j'ai présentés ce soir, et je vais vous lire un passage très très beau de Mandelstam. Je désire non pas parler de moi, mais épier le siècle, le bruit et la germination du temps. Ma mémoire est hostile à tout ce qui est personnel. Si cela dépendait de moi, je ne ferais que grimace au souvenir du passé. Je n'ai jamais pu comprendre les Tolstoï et les Aksakov, les petits-fils Bagrov, amoureux des archives familiales, avec leurs épopées de souvenirs domestiques. Je le répète, ma mémoire est non pas d'amour, mais d'hostilité. Elle travaille non à reproduire, mais à écarter le passé. Pour un intellectuel de médiocre origine, la mémoire est inutile. Il lui suffit de parler des livres qu'il a lus et sa biographie est faite. Là où, chez les générations heureuses, l'épopée parle en hexamètre et en chronique, chez moi se tient un signe de béance. Et entre moi et le siècle, gît un abîme, un fossé, rempli de temps qui bruit, l'endroit réservé à la famille et aux archives domestiques. Que voulait dire ma famille, je ne sais pas. Elle était bègue de naissance. Et cependant, elle avait quelque chose à dire. Sur moi et sur beaucoup de mes contemporains pèse le bégaiement de la naissance. Nous avons appris non à parler, mais à balbutier. Et ce n'est qu'en mêlant l'oreille au bruit croissant du siècle et une fois blanchi par l'écume de sa crête que nous avons acquis une langue. Alors, c'est ce passage de Mandelstam qu'en fait j'avais découvert... parce que c'est Deleuze qui en parle, je crois, dans l'abécédaire, me semble à la fois vraiment illustrer décrire le travail d'Emmanuel Adly dans ce livre-là notamment, et aussi les autres livres que j'évoquais. Et puis vous verrez après, j'évoquerai à nouveau Mandelstam qui est très présent dans le livre de Chalamov. Alors, Emmanuel Adly, en fait, a publié ce livre en 2009, si je ne dis pas de bêtises, 2008. Il a donc 2 entrées, qui s'appelle Genèse, il y a une entrée plateau et une entrée chronologie. Et c'est un livre tout à fait singulier. Alors je ne sais pas quelle est la part, et finalement ce qui est intéressant c'est qu'on s'en fout un peu, la part autobiographique ou pas, mais le narrateur en tout cas, dont beaucoup de traits rappellent quand même ou la vie même, ou le personnage même, ou la réalité en tout cas d'Emmanuel Adly, en tout cas le narrateur à la première personne. Alors lui le bégaiement est maximal puisqu'il ne connaît ni son père ni sa mère biologique. Et une partie du livre décrit la rencontre qu'il va faire de son père et de sa mère biologique. En termes extrêmement factuels, il y a un effort et une réussite qui m'avait beaucoup frappé à vraiment saisir très minutieusement le quotidien. Donc c'est vraiment le quotidien de... Alors évidemment, très rythmique, très nerveux, mais le quotidien de cette saisie, de cette folie qui s'empare de lui aussi
en rencontrant sa mère, puis son père biologique. Et l'autre partie, Plateau, est une espèce de traversée de tous les pères, toutes les mères possibles. Et c'est aussi une traversée des années 60, donc surgissent des extraits d'interviews de Godard, des textes situationnistes, une description absolument ahurissante des voyages possibles en Tchécoslovaquie en septembre 1968, donc tout de suite après en fait le printemps de Prague. Donc une espèce comme ça, espèce de notule guillerette et touristique sur la Tchécoslovaquie, donc qui produit une espèce d'effet de sidération. Donc il prend en charge dans une partie vraiment toute l'indétermination du monde, et dans l'autre partie le matériau a priori le plus intime. Alors je vais vous lire un peu des deux. J'avais évidemment repéré un truc. Donc voilà, c'est cette ambition-là du livre, ambition absolument démesurée qui m'avait frappé. Donc là, je suis dans la partie Plateau, celle qui est la détermination. J'hésite à prendre le début. Non, je prends. Vous rêvez, vous pensez, vous inventez une vérité, vous créez une rencontre, leur rencontre, donc de son père et de sa mère putative. Vous rêvez, vous pensez, vous inventez une vérité, vous créez une rencontre, leur rencontre, vous provoquez l'irréel, vous croyez à l'irréel, l'irréel existe, l'homme, la femme, il y a un homme et une femme, cela vous le savez, cette certitude qui est le résultat d'une équation à deux inconnus dont vous êtes le résultat, 1 plus 1 égale 1, A plus B égale C, vous êtes C, vous inventez A, vous inventez B, vous inventez l'addition de A et de B, c'est-à-dire leur rencontre, une source. Vous ne pouvez imaginer que cette rencontre qui précède l'addition, ce choc, un soir, par hasard, ce choc, dans la rue, par hasard, comment ils se sont connus, par hasard, ce choc. Vous imaginez vous créez A, un homme, d'abord un homme, libre, innocent, l'homme est innocent, l'homme est un héros, l'homme est vous, l'homme est à votre image, vous parlez du réel, vous ne pouvez pas créer en dehors du réel. Vous imaginez quelqu'un, vous imaginez Lucchino Visconti, par exemple, parce que Lucchino Visconti vous plaît. Et la Calas, par exemple, vous les imaginez, c'est possible, ils se croisent, Lucchino Visconti marche dans un sens, la Calas marche dans l'autre sens, c'est sur un trottoir de Londres, c'est près de Trafalgar Square. Vous choisissez. Il pleut, ils se voient, c'est possible, ils se regardent, c'est possible. Ils ne sont pas célèbres, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne se connaissent pas. Ils se regardent, ils se retournent, ils ne sont pas qui ils sont, mais ils seront qui ils sont. Ils ralentissent le pas, c'est irrésistible. Ils comprennent que l'autre est l'autre, que l'autre est l'unique, celui, celle, l'autre, absolument l'autre. Cet autre est l'autre, et cet autre est l'autre. Donc ils essaient de marcher. Vous dirigez, vous créez, vous les manipulez, ils hésitent. Est-ce lui qui s'approche, qui se retourne? Est-ce elle qui revient sur ses pas? Elle s'arrête, c'est lui qui court vers elle, vous décidez. C'est lui qui la prend par le bras, sans un mot, qui l'entraîne, il pleut, c'est Londres, ils entrent dans un pub, ils restent au comptoir, ils s'asseyent à une table, ils n'entrent pas dans un pub, ils entrent dans un musée, ils ne se parlent pas, ils se regardent, ils se tiennent la main, vous les voyez, ils ne se parlent pas, ils se caressent la main. Ils s'asseyent sur une banquette, ils mêlent leurs jambes, ils sortent du musée, du pub, du cinéma, ils vont vers, ils marchent, ils vont entrer dans une chambre, ils vont la déshabiller, vous le savez, c'est une chambre avec un lit, l'embrasser, très beau, blanc, avec une moustiquaire, c'est une pièce blanche, la toucher, il le faut, un palais. Non, une chambre de maison du sud de la Méditerranée, près de la mer, une chambre au crépi blanc, sobre, nue, la maison n'est qu'une chambre, la chambre est nue, la Calas est allongée sur ce lit, elle est très élégante et elle est nue en même temps. Le doigt de ses cheveux sur l'oreiller blanc, sa peau blanche sur le drap blanc, elle est belle, Lucchino Visconti la regarde, il fume, il s'approche de la femme, oui, nue, Sophia Loren est nue, parce que c'est Sophia Loren qui est sur le lit plutôt que la Calas. C'est possible. Lucchino Visconti est en maillot de bain, il fume, il jette sa cigarette au sol, il écrase sa cigarette de son pied nu, on voit son dos musclé. Vous voyez le dos musclé de Burt Lancaster, et le corps de Sophia Loren nu. Ils sont allongés sur le lit, tous les deux dans les plis du drap. Elle, sa tête dans son épaule, à lui, allongé sur le côté, lui allongé sur le dos, il fume, il fait chaud, mais d'abord, ils sont assis. D'abord, c'est dans le métro, vous revenez. C'est dans le même wagon de métro, le bruit du métro,
le bruit des roues, du métro, sur les rails. Ils se regardent à la dérobée, ils s'évitent, ils se regardent, il y a du monde. Ils ne sont pas qui ils sont, mais ils seront qui ils sont. Et ils sont assis l'un en face de l'autre, leurs regards se croisent, il y a du monde, ils sont debout, ils sont assis, ils ne se regardent plus, ils se sourient. Elle est gênée, il est troublé. L'un des deux sait que l'autre est l'autre, l'unique, c'est lui qui le sait, c'est Burt Lancaster. Il sait qu'elle est l'unique, leurs genoux se touchent, leurs genoux se frôlent, leurs genoux se caressent. Elle s'écarte, il sourit, il est paralysé, il est maladroit. Sophia Loren se rapproche, elle dit pardon, elle se lève, il la regarde se lever. Elle se lève à la station Georges V, elle ne le regarde pas. Il la contemple, il l'admire. Il admire sa silhouette, il hésite un instant et il n'hésite plus. Il se lève au moment où la porte va se refermer, sa silhouette, son élégance, il bloque la porte, il force la porte, il court sur le quai derrière elle, elle est en tailleur, cette jupe qui s'arrête aux genoux, ses talons hauts, cette taille parfaite, il y a de la musique, elle monte les escaliers, elle arrive à Rome, elle marche à Rome, maintenant tous les hommes se retournent sur le passage de Sophia Loren, à Rome, de sa silhouette. Vous imaginez Roland Barthes à Rome, et il suit Sophia Loren à Rome, il marche. Roland Barthes croise Sophia Loren et se retourne sur le passage, de Sophia Loren. À Rome, il la suit. Elle s'assied place du Panthéon, à Rome. Elle commande un café. Alors il prend un café sur la place du Panthéon. C'est à Rome, vous voyez, les rues de Rome, vous voyez la foule, et Roland Barthes regarde passer les hommes comme Burt Lancaster regardait passer les hommes et comme Luchino Visconti, regardez passer les hommes. Et alors, vous décidez, c'est comme vous le voulez, vous choisissez, c'est possible, c'est vous qui décidez de l'homme. Roland Barthes est assis à une table et Marilyn Monroe traverse la place du Panthéon et s'assied à la table à côté de la sienne. C'est sur la place du Panthéon. Ils ne sont pas qui ils sont, mais ils seront qui ils sont. Tout en eux le dit, le trahit. Roland Barthes lit un journal, Roland Barthes lit un livre, il boit un café, etc. C'est lui, c'est elle, générique. Vous êtes ce générique final, ce défilé de nous. Donc voilà, vraiment la puissance incroyable de l'indéterminé. Et juste après, on tombe sur un passage. Donc il y a des passages en italique et on trouve à la fin de cette partie les notes. On trouve un passage du discours entre ici Jean Moulin, de Malraux, voilà, un discours de Malraux pour défendre les paravents de Genet, qui est un discours assez magnifique d'ailleurs. Si nous commençons à admettre le critère dont vous avez parlé, donc le critère un député a dû dire, cette pièce blesse ma sensibilité. Si nous commençons à admettre le critère dont vous avez parlé, nous devons écarter la moitié de la peinture gothique française, car le grand retable de Grunewald a été peint pour les pestiférés. Nous devons aussi écarter la totalité de l'œuvre de Goya, ce qui sans doute n'est pas rien. Non mais c'est assez étonnant. Donc voilà, on est au maximum de l'indéterminé d'un côté, et de l'autre côté, on a... Il y a juste un petit passage. Voilà, c'est plus simple de commencer par le début. Le lundi 6 février 2006, à 14h30, dans un bureau administratif du 15e arrondissement de Paris, j'ai rencontré la femme qui m'avait mise au monde pour la première fois de ma vie de façon consciente, puisque je compte pour rien les quelques jours passés à la clinique après son accouchement, et dont je n'ai évidemment aucun souvenir. Je savais, par la personne intermédiaire qui avait engagé les pourparlers en amont de cette rencontre depuis un peu plus de 2 mois, qu'elle était veuve, qu'elle avait une fille née en 1969, un fils né en 1974, que son mari était mort d'un cancer du poumon, qu'elle était brune, qu'elle mesurait environ 1,60 m, qu'elle avait de l'allure, qu'elle n'aimait pas le café, qu'elle avait du caractère, que sa famille ne souffrait d'aucune maladie héréditaire, qu'elle avait déjà parlé à sa fille, quelques années auparavant, de l'existence d'un frère aîné, qu'elle ne voulait pas dire son nom, mais profiter de celui de Jeanne Valade, qui était le nom sous lequel je l'avais fait rechercher des années plus tôt, qu'elle avait de l'humour, qu'elle ne voulait pas parler de l'homme, qu'elle m'avait allaité pendant les 8 jours où nous avions été ensemble, qu'elle m'avait fait dormir dans son lit pendant les 8 jours où nous avions été ensemble, qu'elle m'avait appelé William, qu'elle avait donné tout son amour à ce William d'à peine 8 jours, au point de ne pas avoir pu offrir quoi que ce soit d'autre, quoi que ce soit à ses autres enfants. Elle savait, par le biais de cette même personne intermédiaire qui avait engagé les pourparlers entre nous, que j'étais écrivain, que j'avais un fils de 15 ans, que j'avais voyagé, que je fumais, que je n'aimais pas le café, que j'aimais Bach, que je mesurais 1,87 m, que je pesais 75 kg, que je l'avais fait rechercher des années plus tôt sous ce nom de Jeanne Valade. La personne intermédiaire qui avait engagé les pourparlers entre nous m'a conduit jusqu'à son bureau, a ouvert la porte de son bureau, nous nous sommes trouvés face à face, nous nous sommes serré la main, je me suis présenté sous mon nom, elle s'est présentée sous le nom de Jeanne Valade, j'ai dit vous insistez, j'ai ôté mon manteau, je l'ai posé sur un bureau, je lui ai offert mon livre, sur la dédicace j'avais rayé les 3 prénoms, donc c'est un des livres de Emmanuel Hadid qui s'appelle Jeanne, j'avais rayé les 3 prénoms puisque j'ignorais le sien, j'avais signé et laissé mes coordonnées. Elle a pris le livre en regardant la photo de la couverture, elle a dit il est beau mon fils 1, a rougi pour masquer l'énormité de cette phrase. Nous nous sommes assis en diagonale d'une table ronde, etc. Donc voilà, c'est un livre
là aussi absolument singulier, voilà. Et surtout, là, je sais pas si j'ai pu faire entendre ça, mais vraiment dans le... Je sais pas combien le temps passe, je ne veux pas non plus trop... Mais non, et après, il y a quand même Chalamov qui arrive, qui est quand même un gros morceau. Oui, quand même. Mais voilà, c'est très étonnant aussi cette espèce de faire tenir cette tension entre vraiment voilà, l'indétermination maximale et le récit qui semblerait autobiographique, même si bon, la question importe peu, mais en tout cas qui est très dans l'intime d'un narrateur. Mais voilà, Emmanuel Adly en joue, hein, beaucoup de choses sont factuellement le désignent lui. Hein. Et je lisais là avant de venir, parce que je ne savais jamais trop, je connais un petit peu, mais c'est pas le genre de questions que je lui poserais, mais j'ai lu une interview dans le Matricule des Anges, où oui, visiblement c'est tout à fait son histoire, enfin il en parle très, très simplement, quoi. Voilà. Alors autre chose que j'avais peu évoqué, mais qui peut-être est assez commun à ces différents auteurs que je présente, peut-être moins Bouchard, mais cette logique aussi du télescopage en fait d'éléments hétérogènes. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le grand maître de ça pour moi, c'est Alfred Döblin dans Berlin-Alexanderplatz. Donc vraiment télescoper des éléments hétérogènes, ce que fait énormément Adly dans la partie que je disais précédemment, donc plateau, où vous voyez qu'on passe vraiment de cette rencontre comique entre un homme et une femme, un père et une mère putatifs, et qui vient s'entrechoquer avec un discours de Malraux, ou un texte situationniste, ou un texte odieusement publicitaire sur la Tchécoslovaquie, sans aucune solution de continuité. Cette esthétique aussi du collage est quelque chose qui m'a souvent beaucoup retenu. Alors le dernier livre d'Adly, si je ne me trompe pas, était publié chez Inculte. Et alors c'est un titre à rallonge que j'oublie toujours, l'histoire. Il était venu pour ça, en fait. C'est le... Moi-même j'ai du mal à m'en souvenir. L'histoire du plus grand fils de pute de tous les temps, enfin, comme ça. Que la terre est jamais portée. Et qui est un livre très étonnant sur la traque de Ben Laden, donc du coup, et qui épouse complètement le discours sur testostéroneux, bref, voilà, d'un des membres de ce commando, et qui, je crois, en partie suit le film. En fait, mêle les flux de conscience voilà. d'une équipe de 16 bonshommes partis traquer Ben Laden, voilà. L'impulse dans un d'entre voilà. eux, en fait, et puis l'accompagne effectivement voilà. Pendant l'expédition finale, quoi. Voilà. À un rythme complètement halluciné, voilà. Enfin, là qui pour le coup sous amphétamine, voilà. Quoi. Qui est vraiment sa marque de fabrique. Incroyable. Donc ça c'était Emmanuel Adly, donc c'est un livre paru au Seuil. Alors je vais parler maintenant de Jacob Vren, qui est un auteur publié également à Cartanier, qui est un auteur anglophone, donc c'est une traduction. Et ça s'appelle La famille se crée en copulant. Alors là on est au maximum du collage, de l'hétérogénéité. C'est des textes aussi qui sont Jacob Vren est très actif dans le champ du théâtre et de la performance. Voilà, je vais en lire des petits bouts. C'est vraiment un maître de la forme courte. Et alors là, c'est plus directement, ou plus évidemment, parce que tous les autres l'étaient aussi, mais c'est plus évidemment, plus immédiatement politique. Et c'est un texte, c'est aussi un grand texte paranoïaque, avec la puissance redoutable, littérairement redoutable de la paranoïa. Et ce que je voulais lire, c'était... Alors moi je l'avais découvert ce texte dans une version plus courte, qui s'appelle « Les familles combattent le fascisme ». Alors, je vais essayer de le retrouver. Voilà, portrait de l'artiste, hein, en spécimen de paranoïa galopante.
Que Dieu m'en soit témoin, tout ce que j'ai écrit est vrai. Et c'est un texte qui, avec sa fausse simplicité, fait aussi vraiment saillir bon, comme d'autres textes le font, mais on a fait saillir notamment hein, ce qu'est la folie de la politique extérieure américaine aujourd'hui. Alors le début de ce chapitre qui s'appelle « Les familles combattent le fascisme » est très, très emblématique de son travail. Un théoricien du complot apparaît sur le pas de la porte d'une famille dysfonctionnelle et d'habitude les conséquences sont embarrassantes. Bah ça va, pourrait-on penser. Des choses impossibles se produisent sans arrêt de nos jours. La guerre fait rage. Et en Irak, les soldats américains arrachent les familles à leur maison en leur criant des paroles qui ne brillent pas par leur intelligence. Les familles craignent pour leur vie, les soldats craignent pour leur vie, puisqu'à tout moment, un enfant ou un père ou une mère peut plonger la main sous sa veste ou dans son sac à dos ou sa valise et tout bonnement exploser. Partout, les gens craignent pour leur vie tout en étant comme revenus de tout. Une hypothèse. C'est à cause des familles comme les vôtres que tout ça arrive. Tout ça, dans ce contexte, désigne juste ce qui arrive de mauvais dans le monde. On le voit à la façon dont les gens font et élèvent leurs enfants, à la façon dont la politique nous fait craindre pour le bien-être de ceux-ci. Comme cellule nucléaire, la famille est la force sociale la plus malléable qui soit, et par conséquent la vraie racine du problème. De manière plus ou moins prévisible, la famille se met sur la défensive, discussion et dispute ne mènent nulle part et s'essouffle. Puis la guerre se termine et tout le monde est calme. Le théoricien du complot a loué une chambre au sous-sol. La prémisse de notre comédie de situation peut alors se déployer. Nous irons au fond des choses, de cette confusion. Certains jours, le locataire se joint aux 3 membres de la famille pour déjeuner et ne prend peut-être qu'un café, tandis qu'ils s'empiffrent, comme à leur habitude, d'œufs, de céréales, de bacon et de jus d'orange. Sitôt qu'on aborde le sujet de l'état du monde, il devient légèrement plus agressif, voire belliqueux. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Ils ne veulent pas attraper Oussama. Oussama n'est qu'un prétexte pour continuer, pour ranimer l'enthousiasme et la haine chez les va-t-en-guerre, pour continuer à démanteler la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme. C'est juste que ça leur donne carte blanche pour toute leur combine. Aussi longtemps que les gros noms de terrorisme seront en cavale, ils pourront faire tout ce qui leur chante. Envahir des pays, arrêter des gens, les placer en garde à vue sans procès à l'horizon. Savez-vous combien d'Américains sont gardés en captivité alors qu'il est sans procès prévu? Avant longtemps, les membres de la famille lui prêtent une oreille complaisante. Puis ils se prennent au jeu pour de bon. Anticipant ses pensées, ils surenchérissent, avancent des hypothèses encore plus folles que les siennes. Une fois que vous avez compris le principe, ce n'est pas si difficile. Toutes les fois où un prétendu tireur solitaire a frappé, c'est l'œuvre de la CIA. Ou l'œuvre d'un tireur solitaire sous l'influence de la CIA, ou l'œuvre d'un tireur solitaire qui, sous l'influence de psychotropes expérimentaux, a malheureusement échappé à la CIA et doit par conséquent être maintenant capturé à tout prix. Cependant, ce n'est pas parce qu'on identifie une structure récurrente dans la manière de raconter les choses qu'on invalide dans la foulée les données et les faits. Mais surtout, le déjeuner n'a jamais été aussi divertissant, comme un X-Files sous amphétamine. Nous devons reconnaître que nous sommes en fait témoins d'une transition d'une importance historique. Le passage d'un capitalisme multinational à une sorte de fascisme mondial, impérialiste et totalitaire. Et ce ne sera pas une partie de plaisir. À ce moment-là, il habitait chez nous depuis 3 mois. J'ai parcouru l'Amérique et j'ai vu des gens et j'ai rencontré des gens. Ils sont loin d'être justes et bons. Ils ne sont pas le sel de la terre. Ils sont ennuyeux et désespérés et ravagés et stupides et mal habillés. Il ne faut rien attendre d'eux. À ce moment-là, il habitait chez nous depuis 6 mois. Et donc c'est le glissement progressif de ce théoricien du complot, le glissement progressif dans une forme de paranoïa qui, évidemment, comme toute paranoïa, rencontre de larges pans du réel. Voilà, moi je vais vous lire un autre passage. Ce que je trouve très curieux dans cette écriture, alors c'est une traduction, je ne suis pas allé voir en anglais, mais c'est aussi, alors là on est dans quelque chose de plus lisse en apparence, mais aussi de très, je n'ai pas retrouvé malheureusement le passage que je voulais qui est génial. Donc c'est plus lisse en apparence, mais comment dire,
On n'a aucune psychologie, on a des personnages qui sont vraiment définis par une fonction, et puis quelque chose surgit progressivement de très très inquiétant en fait, et de très indéterminé aussi. La peur est réactionnaire. La peur est réactionnaire. Lorsque vous avez peur, vous n'essayez pas de rendre le monde meilleur. Vous essayez de vous protéger, de protéger ce que vous possédez, de protéger le statu quo. La culture populaire encourage la peur, encourage le faux bonheur. Le faux bonheur vous fait désirer des choses que vous ne possédez pas, des choses hors de portée la plupart du temps. Par exemple, le vrai bonheur en permanence. J'aimerais franchement être en train de dire quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression que tout le monde sait ça. C'est pas parce que les gens pensent que c'est la meilleure chose qui soit que le capitalisme reste fort. Il reste fort parce que les gens pensent qu'il n'y a pas d'autre choix. Parenthèse, la politique étrangère américaine s'en est assurée. Parenthèse. La nature humaine et la pauvreté sont de puissants moyens de dissuasion, mais ce sont de faux moyens. Des idées comme « seuls ceux qui sont beaux méritent l'amour », comme « il y a toujours quelqu'un qui vous fera du mal pour son seul plaisir », comme « l'argent est par définition sexy » ou comme « le sexe est toujours agréable et désirable », de telles idées, il y en a d'autres, de telles idées sont source de souffrance et d'aliénation et font que le capitalisme tient. J'ai le sentiment que je dois écrire ces choses, même si les gens sont déjà au courant, même si elles ne sont pas entièrement vraies, même si elles ne disent pas toute la vérité, parce que je suis persuadé que je suis en train de mourir et qu'il est important d'écrire ce qu'on sait avant de mourir. Ah voilà, c'est ça c'est génial. Voilà. Alors là, pour moi, c'est vraiment le cœur de cette espèce de... Et puis un jour, l'idée m'est venue, je ne me rappelle pas dans quel contexte, que je pourrais me présenter aux élections. C'était une idée complètement nouvelle, étrange. Un peu comme de penser que je pourrais me réveiller demain et découvrir que je m'étais magiquement transformé en blatte géante. En d'autres mots, elle m'est apparue comme la chose la plus invraisemblable qu'on puisse imaginer. Bien entendu, il y avait encore des élections et des partis politiques. Et à mesure que le temps passait, l'idée faisait son chemin. Comme un mal de dents anodin, elle était là. Et souvent, chaque fois que j'avais besoin de rigoler un peu, je la contemplais, je la retournais dans mon esprit, et tentais d'anticiper les différentes répercussions qu'aurait une décision aussi absurde. Voilà, c'est dans ce genre d'accélération que je le trouve très, très singulier, c'est-à-dire redonner déplacer la fameuse nouvelle de Kafka, la métamorphose, où le narrateur, Gregor Samsa, se réveille sous forme de cafard géant, déplacer ça, dresser une espèce de signe d'équivalence avec si je me présentais aux élections. Mais qui pour moi touche quelque chose de très 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 juste aussi sur enfin, en partie la farce absolue qui a pu devenir une autre démocratie représentative. Enfin, c'est un vaste sujet. En tout cas, voilà. C'est un livre très étonnant. Alors aussi là, à propos d'hétérogénéité, il y a énormément de dialogues et beaucoup de choses qui appartiennent strictement au registre du théâtre aussi. Voilà, alors là je vais aborder un truc un petit peu énorme qui s'appelle Les récits de la Colima de Chalamov. Alors je voulais en parler parce que Chalamov souvent, je vais dire peu de choses hein, sur cette œuvre absolument colossale, mais il y a un premier point, c'est que je me suis aperçu, parce que moi-même c'est ce que j'ai éprouvé et j'en ai parlé à d'autres qui ont éprouvé la même chose, c'est souvent un texte qu'on connaît, au moins de nom, mais qu'on ne lit pas. Et ça déjà c'est un premier point très singulier. Pourquoi on ne le lit pas? Alors souvent c'est certainement parce que c'est rabattu du côté du témoignage, et ce livre évidemment est éminemment un témoignage, mais c'est bien plus que ça. Et je crois que la dimension comment dire, évidemment c'est très risqué ce que je fais, parce qu'il ne s'agit pas de dissocier le document de dissocier la part documentaire de la part littéraire, quoi. Mais il y a des qualités proprement littéraires, un génie littéraire qui s'exprime dans ce texte, et c'est ce qui, voilà, enfin c'est ce dont j'étais extrêmement surpris à la lecture. Là aussi, c'est un texte extrêmement hétérogène, donc on a des passages qui... Alors, pardon, il faudra peut-être que je le présente un minimum. Chalamov, Les récits de la Colima, donc c'est un gros livre paru chez Verdier. Il y a d'autres versions en poche, plus courtes,
À mon sens, c'est vraiment essentiel d'avoir celle-ci parce que c'est ce qui correspond le plus à ce que voulait Chalamov. Et le travail de montage, les échos entre les différents récits sont absolument essentiels pour entrer dans cette œuvre. Alors, on a à la fois donc Chalamov est en quelques mots, hein, a fait près de 20 ans de camp dans cette zone qui s'appelle la Colima et qui est une zone absolument invivable, hein, une zone extrêmement vaste où l'expérience concentrationnaire a ceci de singulier qu'elle se passe de barbelés en fait. Il est absolument impossible de s'enfuir. Les détenus, alors lui en plus il a le sigle trotskiste qui du coup est le pire, qui fait vraiment de lui un déchet absolu qui peut être tué à tout moment, qui ne vaut vraiment strictement rien. Les détenus sont aussi sont soumis à la loi des soldats, mais finalement qui sont assez peu présents. Enfin, la loi en fait qui règne dans le camp, c'est celle des truands, qu'ils appellent les truands en fait. Et ce sont eux en fait qui sont des détenus de droit commun en fait, qui ont tout pouvoir sur les politiques. Et je savais que ça allait être compliqué de parler de Chalamov. Je crois que le mieux, encore une fois, c'est de prendre un extrait. Alors, du coup, tout à l'heure, j'ai parlé de Mandelstam. Et il y a un... je vais lire 2 pages, quoi. Donc, parmi ces très très nombreux récits, hein, c'est un livre, comme vous voyez, très vaste. Il faut saluer au passage le travail ahurissant qu'a fait Verdier. Hein. La préface, les notes, la traduction, c'est extraordinaire. C'est un travail éditorial vraiment ahurissant, enfin, vraiment magnifique. Et un des récits décrit en fait la mort de Mandelstam. Et Mandelstam en fait meurt de faim en fait, dans un endroit de transit en fait, avant d'aller à la Colima. Et je pense que c'est un texte où le savoir-faire littéraire, la puissance littéraire de Chalamov, elle est très 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 variée. Mais là vous allez en voir, je vais essayer d'en faire sentir plusieurs aspects. En voici un. Le poète se mourait. C'est un récit qui s'appelle Chéri Brandy. Le poète se mourait. Ses grandes mains gonflées par la faim, aux doigts blancs, exsangues et aux ongles sales, longs, recourbés vers l'intérieur, reposaient sur sa poitrine exposée au froid. Avant, il les cachait sous son caban, contre sa peau nue. Mais à présent, son corps ne gardait plus assez de chaleur. Ses moufles, on les lui avait volées depuis longtemps. Les vols se faisaient en plein jour, pour peu que le voleur ait du toupet. Un soleil électrique blafard, souillé par les mouches et encastré dans un treillis métallique, était fixé au plafond, très haut. La lumière tombait aux pieds du poète. Il était couché comme dans un tiroir, dans la profondeur obscure des chalits continus à 2 étages, sur la rangée inférieure. De temps en temps, ses doigts bougeaient, claquaient comme des castagnettes, palpaient un bouton, une boutonnière ou un repli de son caban, époussetait une saleté et s'immobilisait à nouveau. Le poète se mourait depuis si longtemps qu'il avait cessé de comprendre que c'était la mort. Parfois, une idée simple et forte se frayait un chemin à travers son cerveau, douloureuse et presque palpable, qu'on lui avait volé le pain qu'il avait mis sous sa tête. Cette idée effroyable le brûlait au point qu'il était prêt à se disputer, à jurer, à se battre, à chercher, à démontrer. Mais il n'avait pas de force pour le faire et l'idée du pain s'effaçait. Et immédiatement, il pensait à autre chose. Il pensait qu'on devait leur faire traverser la mer, mais que le bateau était en retard, allez savoir pourquoi, et que c'était bien d'être là. Et,
Toujours aussi légère et changeante, sa pensée se fixait sur le grain de beauté que le chef de baraque avait au milieu de la figure. La plupart du temps, il songeait aux événements qui emplissaient sa vie d'ici. Les visions qui lui apparaissaient n'étaient pas des images de son enfance, de sa jeunesse ou de ses succès. Toute sa vie, il s'était hâté vers quelque but et c'était merveilleux de ne pas avoir à se dépêcher, de pouvoir réfléchir lentement. Alors, sans hâte, il pensait à l'auguste uniformité des mouvements d'un moribond, à cette chose que les médecins ont comprise et décrite avant les peintres et les poètes. Le moindre étudiant en médecine connaît la face hippocratique, le masque du moribond. Cette énigmatique uniformité des mouvements réflexes des moribonds a permis à Freud d'énoncer ses hypothèses les plus audacieuses. L'uniformité, la répétition, tel est le fondement obligatoire de la science. Quant à ce qui ne se répète pas dans la mort, ce sont les poètes qui l'ont cherché, non les médecins. Il lui était agréable de savoir qu'il pouvait encore penser. Il s'était depuis longtemps accoutumé à l'état de nausée provoqué par la faim. Et tout avait valeur égale. Hippocrate, le chef de baraque avec son grain de beauté, et son propre ongle noir. La vie entrait en lui, puis se retirait, et il se mourait. Mais la vie revenait encore. Ses yeux s'ouvraient, des pensées jaillissaient. Seuls les désirs ne venaient pas. Il avait longtemps vécu dans un monde où il fallait souvent rappeler les gens à la vie, au moyen de la respiration artificielle, du glucose, du camphre, de la caféine. Un mort redevenait vivant, et pourquoi pas? Il croyait à l'immortalité, à une véritable immortalité de l'homme. Il lui arrivait souvent de penser qu'il n'y avait tout simplement aucune raison biologique pour que l'homme ne vive pas éternellement. La vieillesse n'était qu'une maladie guérissable. Et s'il n'y avait pas eu ce tragique malentendu non éclairci jusqu'alors, il aurait pu vivre éternellement. Ou jusqu'à ce qu'il en eût assez. Il n'était pas du tout fatigué de vivre. Même pas maintenant, dans cette baraque d'étape, le transit, comme disaient affectueusement les habitants d'ici. C'était l'antichambre de l'horreur, mais ce n'était pas l'horreur. Au contraire, il y régnait un esprit de liberté que tous ressentaient. L'avenir, c'était le camp, et le passé, la prison. C'était un monde déplacé, et le poète comprenait. Il y avait encore une voie vers l'immortalité, celle de Tchoutchev, heureux qui a connu du monde les fatidiques instants. Mais s'il ne lui était pas donné apparemment d'être immortel sous sa forme humaine comme entité physique, du moins avait-il déjà mérité l'immortalité du Créateur. On l'appelait le premier poète russe du XXe siècle. Il pensait souvent qu'il en était réellement ainsi. Il croyait en l'immortalité de ses vers. Il n'avait pas de disciples, mais les poètes peuvent-ils les souffrir? Il avait aussi fait de la mauvaise prose, il avait écrit des articles. Mais c'est seulement dans les vers qu'il avait trouvé quelque chose de neuf pour la poésie, quelque chose d'important, comme il lui avait toujours semblé. Toute sa vie passée était littérature, livres, contes, rêves, et seul le jour présent était la véritable vie. Il pensait tout cela sans esprit polémique, mais en secret au plus profond de lui-même. Ses réflexions manquaient de passion. L'indifférence le dominait depuis longtemps. Tout cela n'était que futilité, agitation de souris, en regard de la pesanteur maléfique de la vie. Il s'étonna. Comment pouvait-il penser ainsi à la poésie alors que tout était décidé et qu'il le savait fort bien, mieux quiconque d'ailleurs qui se posait la question? À qui était-il nécessaire ici? Et de qui était-il l'égal? Pourquoi avait-il fallu comprendre tout cela? Et il avait attendu et compris. En ces instants où la vie regagnait son corps et où ses yeux troubles, mi-clos, se mettaient de nouveau à voir, ses paupières à tressauter et ses doigts à remuer, il avait aussi des pensées qui lui revenaient, dont il ne croyait pas que c'étaient les dernières. La vie entrait toute seule en lui comme une hôtesse tyrannique. Il ne l'appelait pas, mais elle n'en pénétrait pas moins son corps, son cerveau. Elle entrait comme la poésie, comme l'inspiration. Et pour la première fois, la signification de ce mot lui fut révélée dans toute sa plénitude. La poésie était la force créatrice dont il vivait. Il en était littéralement ainsi. Il ne vivait pas pour la poésie, il vivait par elle. Et maintenant, il était évident, il était clair, de façon perceptible, que l'inspiration, c'était la vie. Il lui était donné de savoir, avant de mourir, que la vie, c'était l'inspiration. Oui, l'inspiration. Et il se réjouissait qu'il lui eût été donné de connaître cette ultime vérité. Tout, l'univers tout entier était poésie. Le travail, le galop d'un cheval, une maison, un oiseau, un rocher, l'amour, toute la vie entrait facilement dans les vers et s'y installait à son aise, et il devait en être ainsi, car la poésie, c'est le verbe. Même maintenant, les strophes venaient facilement l'une après l'autre. Et bien qu'il ne notât plus depuis longtemps ces vers, qu'il en fut depuis longtemps incapable, les mots n'en venaient pas moins avec aisance, dans un rythme donné, et à chaque fois extraordinaire. La rime était exploratrice, c'était l'instrument d'une quête aimantée des mots et des concepts. Chaque mot était un morceau d'univers.
Il répondait à la rime, et l'univers entier défilait avec la rapidité d'une machine électronique. Tout criait « Prends-moi »,« Non, plutôt moi ». Il n'était pas besoin de chercher, il fallait simplement sélectionner. C'était comme s'il y avait là deux hommes à la fois, celui qui composait, qui avait lancé sa toupie à toute volée, et un autre qui choisissait, qui de temps en temps arrêtait la machine emballée. Et lorsqu'il vit qu'il était deux hommes à la fois, le poète comprit qu'il était en train de créer de véritables qu'il était en train de créer de véritables poèmes. Et quelle importance qu'ils ne fussent pas notés. Transcrire, publier, tout cela n'était que vanité. Tout ce qui se crée de manière non désintéressée n'est pas le meilleur. Le meilleur est ce qui n'est pas noté, ce qui a été créé, qui a disparu, qui s'est dilué sans trace aucune. Et seule cette joie de la création, qu'il ressent et qu'on ne peut confondre avec rien, prouve qu'un poème a été composé, que le merveilleux a été créé. Mais ne se trompait-il pas? Sa joie créatrice était-elle infaillible? Voilà. Mais je peux évidemment qu'en lire un passage. Hein. Donc c'est les derniers moments de. C'est les derniers moments de Mandelstam. Un autre texte. La littérature en fait est omniprésente là-dedans. Il y a un autre passage décrit. Ça c'est pas mal que je le retrouve, mais décrit par exemple la rencontre qu'il fait avec du côté de Guermantes, de Proust. C'est-à-dire que brusquement, ce livre arrive là. Et il y a un paragraphe extraordinaire où vraiment il évoque, avec un sens de l'économie aussi. Hein, Nietzsche disait nullement comme un homme indigné, et il n'y a pas très peu d'indignation chez Chalamov. C'est vraiment la précision d'un sismographe. Il décrit simplement comment ce livre-là a pu le bouleverser. Et ce livre-là disparaît très vite, parce que un livre à la Colima, c'est du papier à cigarette. C'est tout de suite volé. Ça n'a pas de. C'est une aberration, en fait. Un autre passage. Alors, le projet même de Chalamov, il s'en est souvent expliqué. Voilà, est pris dans une contradiction. C'est que la réalité qu'il a vécue, enfin très très rapidement, après quelques mois ou quelques semaines de cette expérience-là, son vocabulaire s'appauvrit terriblement, se réduit à une dizaine de mots. Donc, tout ce qu'il écrit là, d'une certaine façon, est un travail de recréation, de recomposition. Il y a un texte tout à fait sidérant où il explique que le mot, il entend brusquement, où il se souvient du mot maxime. Mais il ne sait absolument pas ce que ça veut dire. Mais ce mot qui fait signe vers un passé, vers un temps où il connaissait le sens de ce mot, le remplit d'une joie extraordinaire. C'est après quelques jours qu'il retrouve le sens de ce mot. Mais par exemple, que ce mot réapparaisse, c'est pour lui un indice vers le mieux, d'ailleurs, hein, puisque c'est aussi évidemment le récit d'une échappée progressive de cet enfer. J'aimerais bien retrouver le passage sur Proust qui est absolument sidérant. Et alors on a aussi c'est aussi un livre absolument extraordinaire dans la mesure où l'erreur c'est toujours de croire savoir, hein, et évidemment j'ai découvert c'est un livre donc, qui est complètement traversé par la littérature. Il y a un appareil de notes extrêmement précis, etc. Constamment on redécouvre, il y a énormément d'auteurs qui citent de ces années-là, donc c'est aussi une traversée de la littérature russe de ces années-là. On connaît quelques têtes de proue, et très bêtement, enfin en tout cas dans mon cas je crois y connaître, alors évidemment je m'aperçois que je ne savais rien du tout de tout ça. La question est omniprésente chez lui. Je vais retrouver juste ce passage sur Proust, c'est un paragraphe qui fait vraiment entendre. Tu te souviens du titre de Proust? Je sais pas. Il s'appelle Marcel Proust. C'est Marcel Proust. François est l'ami qui m'a fait lire ce livre. Qui m'avait dit que s'il voulait continuer à être son ami, qu'il fallait vraiment que je lise. Ça faisait à peu près 5 ou 6 ans qu'ils m'ont parlé. Et je ne l'avais pas ouvert. Et je crois que c'est une expérience qu'on fait un peu tous, de se dire oui, c'est sûrement super, mais bon. Et non, mais comment dire, un autre effet aussi, c'est paradoxal, c'est très paradoxal, mais c'est peut-être dire une monstruosité, mais c'est une littérature extrêmement galvanisante aussi.
parce que là, on est vraiment au cœur de ce que c'est, de ce qu'est un acte d'écrire, et on est dans une prose incroyablement tenue, incroyablement efficace, et encore vraiment une palette alors, je répugne à dire le mot palette, parce que évidemment, c'est pas un... Là, on a quelque chose d'extrêmement viscéral et nécessaire, mais enfin, je pense qu'il faudrait quand même insister sur la notion vraiment réellement de savoir-faire et de technique littéraire, parce qu'on a des récits qui sont des récits à la Kafka, quasiment, très très étonnants, qui ont une valeur vraiment allégorique, on a des récits de témoignages, on a des récits, on a des récits héroïques aussi, de militaires qui s'enfuient et qui la seule expérience de fuite et qui finissent par être capturés, mais après avoir tué à peu près une trentaine de soldats qui étaient à leur suite, donc vraiment des récits de guerre héroïques, quoi. Juste ce paragraphe-là. Et après, j'arrête. Donc, Marcel Proust. Le livre avait disparu. Qui allait lire cette prose étrange, presque impalpable, comme prête à s'envoler dans le cosmos, et où toutes les proportions étaient dérangées, décalées, où il n'y avait ni grand ni petit. Tous sont égaux devant la mémoire comme devant la mort. Et l'auteur a parfaitement le droit de se rappeler la robe de la servante et d'oublier les bijoux de la maîtresse. Ce roman élargit de façon extraordinaire l'horizon de l'art littéraire. Moi, un homme de la Colima, un Zeka, j'avais été transporté dans un monde perdu depuis longtemps vers d'autres habitudes oubliées et inutiles. J'avais du temps pour lire, j'étais l'aide médecin de garde de nuit, j'avais été terrassé par Guermantes. C'est par Guermantes, par le 4e tome, que se fit mon initiation à Proust. On avait envoyé le livre à Kalinski, un aide-médecin de connaissance, qui jouait les élégants dans la salle, vêtu d'un pantalon de golf en velours, la pipe à la bouche, exhalant partout l'improbable odeur du capstan. Le capstan et le pantalon de golf se trouvaient dans le même colis que du côté de Guermantes de Proust. Etc. Voilà, mais c'est un passage qui m'a particulièrement frappé. J'étais l'aide-médecin de garde de nuit, j'avais été terrassé par Guermantes. Voilà. Mais voilà, je vous invite à y entrer. Voilà. C'est pas. Voilà, je voulais finir là-dessus parce qu'il me semblait que c'est vraiment l'exemple assez. Comme il y en a beaucoup d'autres, hein, mais l'exemple un peu type du livre connu de réputation et finalement rarement ouvert. Et voilà, on est aussi en face d'un vrai prodige littéraire, quoi. Je sais pas si j'ai essayé de le faire entendre un peu, j'ai pas de montre, alors du coup je pense que j'ai beaucoup débordé. Ouais, ok. Bon, j'arrête. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais quand même abuser 5 minutes de votre patience parce qu'on ne peut pas laisser finir en fait un invité sans parler un petit peu de lui, dire pourquoi finalement on l'aime. Alors au-delà du fait qu'il a choisi 7 livres extraordinaires et que c'est toujours un peu la magie quand même de ces soirées, c'est que pour vous comme pour moi, je pense que là il y a 3 auteurs, 3 textes extraordinaires que je connais, qui sont Chalamov, Antoine Bréa et Emmanuel Adli, et puis pof, il y en a 4 autres qui arrivent qui ont l'air tout à fait aussi passionnants, et c'est ça cette magie qui est vraiment bien. Mais Alban Lefranc, c'est quelqu'un qu'on adore dans cette librairie et que moi j'aime beaucoup à titre personnel. Et très honnêtement, c'est un de mes auteurs préférés contemporains. Donc je vais prendre 3 minutes 30 pour parler de ces 5 livres. Donc pourquoi moi j'adore ce que fait Alban Lefranc? Parce que c'est quelqu'un qui va choisir. Alors évidemment, devant parler en 3 minutes 30, je vais caricaturer à mort. C'est vachement plus subtil et vachement plus fin que tout ce que je vais dire. Et chaque livre est singulier, spécifique, à sa propre écriture, précisément. Mais néanmoins, à chaque fois, il va choisir une figure emblématique. Et une figure emblématique de quoi? Probablement d'une certaine colère ou d'une certaine violence face au monde, en fait. Donc c'est des livres qui sont puissamment sociaux et politiques, mais le social et le politique est derrière, et sur la ligne de fond, parce qu'on va y trouver en fait successivement, dans l'ordre d'écriture et non pas de réécriture éventuelle, comme emblème Rainer Werner Fassbinder, donc un fou furieux du cinéma, ensuite une partie, tout partie de la fraction Armée Rouge, ensuite Nico, ensuite Mohamed Ali, et enfin Maurice Pialat. Alors on va dire qu'est-ce qu'ils ont à voir tous ces gens-là? Rien, ou plein de choses. C'est des gens qui sont quand même dans la colère, le fait d'exercer ou de subir une violence, et notamment, et c'est pour ça, et je pense que c'est ce qui fait les grands textes aussi, c'est que les grands textes sont toujours tristement actuels.
et que notamment la question de la violence qu'on exerce en réponse à une violence qu'on a subie, c'est quelque chose qui fait l'actualité à peu près tous les jours, un peu partout, et même parfois dans des conseils d'administration, dans ce genre de choses, curieusement. Mais au-delà de ça, donc, ce sont des livres qui sont puissamment politiques, mais qui sont avant tout des livres de poètes. Alors il se trouve que c'est écrit en prose, mais ça on sait bien que ça veut rien dire en fait en soi, parce que l'écriture est assez incroyable. Elle s'adapte vraiment à son propos, et c'est une écriture voilà, qui ne se contente pas, enfin, sinon ce serait des essais. Et même quand ça a une forme d'essai, celui qui l'a peut-être le plus, c'est celui sur Piala. C'est pas du tout, c'est extrêmement incarné, c'est extrêmement charnel. Il y a du corps et du souffle. Et puis les corps, c'est pas n'importe lesquels. C'est quand même le corps bouffi de Fassbinder saisi en fait sur sa fin de vie, quand en fait il est dans le désir, dans l'envie de baiser, de faire des films et tout, mais que son corps ne le porte plus, qu'il va bientôt mourir. Enfin, c'est les corps de la fraction Armée Rouge quand ils sont soumis en fait aux régimes spéciaux d'exception en fait de la République fédérale allemande ultra-démocratique, qui enferment les gens, qui les laissent mourir de faim, qui les suicident dans leurs cellules. Enfin, c'est ce genre de choses. C'est le corps de Nico, enfin mannequin, drogué, égérie du rock et de tout un commerce en fait qu'elle accompagne, maîtrise. C'est le corps de Mohamed Ali, bien entendu, celui qui est créé, enfin façonné en justement. Alors, je vais dire juste après façonné en réponse à quoi. Et puis c'est alors peut-être pas le corps de Maurice Pialat qui est pas peut-être le truc plus central, mais son verbe, sa colère, sa fougue, sa capacité de violence et d'énervement contre la terre entière en permanence, pour un oui, pour un non, en apparence. Alors c'est aussi, je pense, le grand talent d'Alban, c'est d'aller chercher dans ses emblèmes toujours des moments décisifs qui sont soit vers la fin, et dans ce cas, il fait un travail d'archéologue et de généalogiste, et il va exhumer en fait toute la façon dont les choses se sont construites. C'est flagrant pour Fassbinder, c'est flagrant pour la fraction Armée Rouge, où on va chercher un angle particulier qui n'est pas n'importe quel membre de la fraction Armée Rouge, qui est celui précisément, qui d'ailleurs n'est plus un compagnon de route qu'un membre actif, mais un compagnon de route essentiel, dont le père était un poète officiel nazi, et qui est évidemment la cheville ouvrière formidable pour nous montrer à quel point la dénazification n'a jamais eu lieu, enfin, ou en apparence, ou pour la galerie. Enfin, dans Mohamed Ali, c'est toute la violence évidemment raciste exercée au cœur de trucs, enfin, dans son extrême violence, et la façon dont il faut trouver un moyen pour s'en défendre, pour répondre, pour survivre d'une certaine façon. Et dans Maurice Pialat, et c'est le seul texte que je vais lire parce que vraiment ça y est, je suis déjà au bout de mes 3 minutes 30, je vais prendre juste un tout petit extrait en fait, et ça sera juste pour donner une idée de la musique, mais évidemment elle est variable à chaque fois, puisque les sujets sont quand même très différents, même si je pense qu'il y a quand même un univers commun à mon avis. Donc vous avez 14 ans en juin 1940 quand l'armée française est balayée en quelques semaines. Les hommes envoyés au STO en Allemagne, d'autres parqués dans d'imprononçables camps de prisonniers, d'autres encore en uniforme de la police française, chargés de rafler les juifs ou les réfugiés de toute espèce, un maréchal octogénaire qui fait don de soi à la nation, le mal national, gentiment, range ses couilles à la cave. L'enfant battu dissimule des jouets, déploie des trésors de ruse. Aucun adulte ne peut venir à bout des ruses de l'enfant, tarir ses gerbes de malice, étouffer ses petits gestes virevoltants dans les bosquets. Ouh, chuchote l'enfant chauve-souris, pendu aux branches. L'enfant marche, puis court, et court bientôt plus vite que le fouet, et court bientôt plus vite que les hurlements. L'enfant s'échappe dans le jardin, grimpe aux arbres, escalade les falaises. L'enfant fait le mort dans la baignoire, micro-baleine échouée dans les bulles de savon. Est-ce que vous triomphez? Non. Mais l'enfant reste en vie. Ce n'est pas rien. C'est énorme dans ces circonstances. Voilà, ça c'est une bribe d'enfant de Maurice Pialat, qui en dit évidemment long sur l'amour, la gueule ouverte, donc hypothèse sur Maurice Pialat. Fassbinder, la mort en fanfare, qui s'est appelé au début Attaque sur les chemins le soir dans la neige, sur le chemin le soir dans la neige, Si les bouches se ferment, qui s'est appelé, ça y est, ça m'échappe, Défoule les bouches des armes. Voilà, Défoule les bouches des armes, Vous n'étiez pas là, qui s'est toujours appelé Vous n'étiez pas là, et Le ring invisible. Donc, et vraiment, entre les 7 textes que nous a proposé Alban ce soir et puis ces 5 livres-là, il faut les lire évidemment, mais vous pouvez aussi, Noël approche, hein, c'est le moment d'en acheter plusieurs pour pouvoir les offrir, parce que ça pourra surprendre éventuellement certains de vos amis ou des gens de votre famille, mais ils vous en seront éternellement reconnaissants ensuite. Donc vraiment, n'hésitez pas. Oui, Noël. Merci.